Donc là, c'est en gros, là c'était pour une petite intro, et là, ce que je vous montre, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc là, l'empreinte écologique, oui, donc j'ai parlé du low cost, mais aussi c'est quand vous faites quelque chose, quand vous voulez être en autonomie, mais que vous détruisez la planète pour être en autonomie, c'est aussi ridicule. Donc il y a une histoire de pognon et une histoire de non-destruction, parce que si on est en autonomie, c'est aussi quelque part parce qu'on prend conscience qu'il y a quand même peut-être des petits soucis autour de nous. Donc voilà, il faut juste avoir en tête ces histoires-là. Du coup, après, je vous parlerai de ce qu'on a fait, ce qu'on fait sur la ferme, en termes d'autonomie énergétique. Ensuite, on passe au biogaz. Je vous ai pas gavé de théorie et pas trop de théorie, ne vous inquiétez pas, mais je me suis dit c'est une école d'ingénieur, il faut que je fasse mettre 2-3 chiffres, ça fera bien. Ensuite, je parle de ce qu'on a fait nous, en termes de biogaz, et après, voilà, discussion. La prochaine diapo, vous n'allez pas voir grand chose, enfin si on voit un petit peu, c'est la ferme. Globalement, en fait, donc c'est un schéma qui a été fait par l'atelier paysan, pour ceux qui connaissent, par une personne de l'atelier paysan. Celui qui l'a fait n'est pas passé par chez nous, parce que la plupart passent par l'ENSA, mais c'est un architecte, donc il ne vient pas de là. Donc ça c'est la ferme, ça c'est l'ancienne ferme, en fait. Parce que faut que je vous dise un truc, c'est que la ferme elle a brûlé il y a 1 an, en septembre, on a tout perdu. Donc on repart sur de nouvelles bases, et donc sur de bonnes bases, puisqu'en fait pendant 10 ans, on a vu tout ce qui marchait pas, tout ce qui était bien, tout ce qui n'était pas bien, et du coup, on a la chance de pouvoir refaire ça, parce qu'on peut voir ça comme une chance, soit on voit ça comme un cataclysme, soit c'est une chance parce qu'au final, si vous êtes sur un lieu et que vous voulez changer des choses d'une manière assez drastique, comment vous faites? Vous foutez le feu ou vous partez ailleurs, quoi. Vous n'allez pas... C'est hyper compliqué de modifier un bâtiment ou... Voilà. Donc ça, c'était l'ancienne ferme. Je vous montrerai le bâtiment de la nouvelle. Et en gros... je vous montre parce qu'il est joli ce truc là, mais voilà, il y a une serre dite tropicale, puisqu'il y a des bananiers qui poussent dessus. On est hors réseau EDF, on est hors réseau, tous les hors réseau, ni eau, ni EDF, ni téléphone, parce qu'il y a des gens qui sont en autonomie, mais qui ont EDF, et puis le jour où ça chie un peu, hop, on appuie sur le bouton et tout se passe bien. Et en fait, quand vous n'êtes pas relié EDF, vous devez cogiter tout le temps, en particulier... Là, par exemple, donc la ferme est brûlée à cause d'une batterie au lithium fer phosphate chinoise. Du coup, là, je me suis équipé en toute bonne batterie, des batteries Victron, qui est une très bonne marque, machin, et la batterie tombée en panne. Super. Donc, on n'a plus de batterie, et qui dit plus de batterie, dit plus de clôture électrique sur les animaux, donc plus de protection contre renards pour les poules, loups pour les moutons. Ici, c'est une serre à double paroi gonflable, c'est-à-dire que c'est 2 bâches qui se gonflent constamment et qui permettent d'avoir une bonne résistance au vent. Donc il fait une isolation, bien sûr. S'il n'y a plus d'électricité, elle n'est plus gonflée. S'il neige dessus, la truc s'écroule, la serre s'écroule. Donc c'est plein de petits détails tout bêtes comme ça, mais quand vous êtes vraiment en autonomie, il faut vraiment anticiper beaucoup. Et surtout comprendre ce qu'on fait, et être capable de le réparer. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vite pris 2 voitures de batteries sur mes tracteurs. Je les ai mis ensemble, c'est des batteries qui ne sont pas super pour ça, mais j'ai de nouveau l'électricité. Mais voilà, il faut être hyper réactif sur ce genre de choses. Voilà, donc voilà, on a une parabole solaire, mais tout ça, je vais y venir en point. Donc la prochaine, justement, c'est la parabole solaire. Si vous voulez revenir à ça et dire, c'est quoi cet étang-là? Ah oui, tiens, cet étang, c'est un étang qui fait 4000 m3 d'eau. C'est vrai que c'est l'ancienne version, je vois, que je vous ai mis. Et qui me permet d'alimenter une turbine hydroélectrique, qui me permet d'arroser des céréales, d'arroser des fruitiers au printemps, quand ça gèle. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a des années, enfin, vous ne vous rendez pas compte parce que vous allez peut-être acheter vos légumes directement dans un magasin, il y a toujours des pommes, même en avril. Et vous savez, ça ne pousse pas en avril, enfin ça n'arrive pas à maturité en avril les pommes, mais il y a beaucoup de choses comme ça. Mais en gros, donc au printemps, les fruitiers ont des bourgeons, ont des fleurs, ont des débuts de fruits. S'ils gèlent, vous perdez tout. Et nous, il y a 2 ans, on a perdu, enfin toute la région a perdu tous ses fruits, quasiment. Cette année, c'est une très bonne année. Mais du coup, l'eau, elle sert à quoi? Elle sert à vaporiser de l'eau sur les fruitiers, qui permet de les protéger contre le gel. C'est assez étonnant, mais s'il y a de l'eau sur les fruits, sur les fleurs, c'est elle qui gèle, c'est l'eau qui gèle, et qui chope les calories, qui évite que ce soit la fleur qui donne ces calories. Bon, enfin, c'est pas très... C'est des détails, mais en fait, cet étang-là sert à beaucoup de choses pour notre autonomie. Sans compter le fait qu'en creusant cet étang,
J'ai fait des buttes. Dans les buttes, j'ai pu faire des caves dans lesquelles je peux faire cultiver des champignons. Et ces buttes, elles sont plein sud. Et quand vous êtes plein sud avec une pièce d'eau devant, vous avez le soleil qui réverbère. On a 800 mètres d'altitude. Et on peut avoir des abricots, des pêches, des choses comme ça grâce à ça. C'est plein de petits. Il y a 1000 trucs. En fait, en 1 heure, c'est très compliqué de dire tout. Mais bon, je sème des graines. Ça, c'est la parabole solaire. Donc elle fait 16 mètres carrés, ça fait à peu près 9 kW d'énergie à midi, parce qu'évidemment le matin, quand le soleil se lève, il n'y a pas 9 kW, mais à midi vous avez 9 kW. En gros, je ne sais pas en quelle filière vous êtes tous, mais je sais pas si vous dites quelque chose, 9 kW à peu près, ça commence à faire quoi. Et en fait, 9 kW, si vous êtes capable de la ramener sur un tout petit point, vous êtes capable, j'ai fondu de l'acier. L'acier se fond à 1500 degrés. Alors j'ai pas fondu une pièce d'acier grosse comme ça, hein. J'ai fondu un 2 mm d'acier, je l'ai fait couler. C'est-à-dire qu'on monte au moins à 1450. En vrai, on monte à plus de 3000. C'est pas sans fin, mais si on est capable de réduire et de concentrer la chaleur, ça va très très bien. Et en fait, nous, on s'amuse pas à fondre de l'acier, ni des bouteilles de verre aussi. Au début, quand je l'ai construit, je me suis amusé à fondre tout ce que je trouvais sur ma route. Ou des bouteilles de verre, en 1 minute, vous mettez une bouteille de Kronenbourg, et en 1 minute, elle coule. Le verre coule, c'est marrant. Après, ça pète parce que le verre doit être réchauffé, refroidi doucement. Mais bon, ça, c'est encore un autre domaine. Nous, ce qu'on utilise beaucoup, c'est le réchauffage de cette serre dont je vous parlais. C'est celle qui a la double paroi gonflable. On réchauffe de l'eau dans la serre qui permet d'avoir de l'humidité et de la chaleur. Vous savez que l'eau est un élément qui a une très bonne capacité thermique. Donc en fait, si on chauffe de l'eau, elle reste chaude et elle renvoie sa chaleur pendant voire des jours et des jours. On a ce truc qui s'appelle un steam, c'est une grosse marmite de 200 litres à double pot. On fait de la vapeur avec... ici, la tache lumineuse est ici, mais normalement elle est concentrée ici. Mais par contre, si je la concentre là et qu'il n'y a rien qui se passe là, qu'il n'y a pas d'eau, ça me tord le métal, donc je la dévie un petit peu. Et donc là, je fabrique de la vapeur. Donc c'est simplement de l'eau qui passe et qui au bout d'un moment monte et à 100 degrés, elle passe à 101, 102 et en vapeur. Et ça va dans cette marmite. Et on monte un petit peu en pression et dedans, on peut faire des stérilisations. Voilà, parce que l'autonomie alimentaire, ça passe beaucoup par des stérilisations, parce que à partir de dans 10 jours, là, il n'y a plus rien dans les jardins, il n'y a plus rien nulle part, donc il faut se nourrir. Donc on achète zéro bouffe. Non, on n'achète pas zéro bouffe. On achète zéro chose qu'on peut produire chez nous. Enfin, on produit des bananes. J'ai produit un régime de bananes, juste. Mais c'est possible. Mais par exemple, on achète du riz, parce que le riz, je pourrais en faire, mais il faudrait faire une immense serre. Voilà, enfin, il y a des trucs, on ne peut pas faire n'importe quoi, il faut être logique aussi, quelque part. Voilà pour la parabole. Ah oui. Ça, il y a deux choses. Il y a ici une turbine hydroélectrique dont je vous parlais, donc l'étang, quand j'ai besoin d'électricité, je vide cette eau dans cette turbine qui fait que 500 watts et qui me permet de recharger mes batteries, par exemple. Quand il n'y a pas de soleil pendant une semaine, mes panneaux solaires ne produisent plus, donc c'est ma petite sécurité. Voilà, et puis après il y a la combine, c'est ce que fait EDF, c'est que quand j'ai trop d'électricité, quand les panneaux solaires donnent trop, que les batteries sont pleines, vous savez, les panneaux, c'est perdu l'électricité, donc c'est quand même bien dommage. Donc qu'est-ce que je fais? Par le même fil, je descends en bas et je remonte de l'eau de la rivière dans mon étang, quand j'ai trop d'élec. Et ça, c'est un bélier hydraulique. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le bélier hydraulique. Ouais, ok, quelqu'un qui dit oui. Peu de gens connaissent, et pourtant c'est un objet je trouve vraiment de malade. En fait, c'est quelque chose. Vous voyez, ces 3 bouts de métal, vous allez à la Castorama, vous pouvez vous faire un bélier hydraulique. Alors celui-là est un peu plus gros, je suis allé à Richardson, ce qui est le magasin d'à côté. Mais bon, c'est un peu plus gros pour monter un peu plus d'eau. Et c'est simplement basé sur le coup de bélier. Vous voyez ce que c'est un coup de bélier? Dans les tuyauteries. Ouais, quand vous fermez un robinet, si vous faites couler l'eau dans les anciennes installations, quand vous fermez des fois, ça fait clang, comme ça peut-être que vous entendez dans les vieilles baraques. Ça détruit, c'est une énergie qui est capable de détruire les tuyaux, même les soudures, les machins, donc on l'évite. Maintenant, on met des anti-béliers hydrauliques sur les installations pour éviter ça. Et là, au contraire, on exploite le coup de bélier. En fait, l'eau, elle arrive ici, j'ai une hauteur de 4 mètres et je suis capable, avec un bélier hydraulique, de remonter 10 fois la hauteur, cette petite hauteur. Donc si j'ai 4 mètres par exemple, parce que c'était le cas chez moi, je remonte 40 mètres au-dessus de l'eau. Mais si je passe 1 litre là-dedans, je remonte que 10 centilitres.
mais je m'en fous, c'est une rivière en fait, enfin, quelque part c'est une rivière, j'ai autant d'eau que je veux, donc pour moi là, si on parle de rendement, le rendement il est de 100%. Ok, je remonte que 10% de l'eau, mais j'ai qu'à mettre un bélier plus gros et je remonterai 1 litre, je vais remonter 1 litre par un litre d'eau, voilà, enfin, c'est une question d'échelle de bélier. Donc, et en fait, ça se passe vite fait, parce que je trouve ça vraiment super comme système. Vous avez votre eau qui arrive, ici c'est des clapets, ces petites choses. Ça c'est un clapet anti-retour, c'est-à-dire que l'eau elle peut passer par là mais ne peut pas redescendre. Et ici c'est un clapet de choc, on appelle ça une soupape de choc, c'est cette chose-là. Et en fait, si elle est ouverte ici, vous voyez l'eau, elle peut passer par là. On peut voir. Donc en fait, si vous ouvrez la vanne ici, ça passe. L'eau, elle commence à sortir là, mais vous voyez cette espèce de plat qui est ici. Au bout d'un moment, vous imaginez que si l'eau arrive trop vite, ça va la plaquer et ça va le bloquer. Et qu'est-ce que ça fait? Ça le bloque. Et l'eau, elle arrive, elle a de la vitesse. Comme vous êtes ingénieur, elle a une énergie. Et cette énergie, il faut qu'elle aille quelque part. Sinon, soit elle explose le tuyau, soit éventuellement elle remonte par là. Mais pour éviter cette remontée par là, on met un tuyau assez long ici. Assez gros, assez long, assez rigide, parce qu'un tuyau en plastique, il fait, si vous ne voyez pas, mais il fait comme ça le tuyau, s'il y a un peu d'énergie à évacuer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, vous l'aurez compris, l'énergie, en fait, elle rentre là-dedans, donc la petite surpression, pof, elle a absorbé là-dedans. Dès que la surpression est passée, ici, là, vous avez vu, j'ai mis un poids, le poids fait redescendre ce clapet, et bon, lui se referme automatiquement puisque la pression ici, je vous rappelle que ça monte à 40 mètres, donc il y a 4 bars ici. 4 bars est plus grand que 0,4 bars parce qu'il y a 4 mètres de chute. Donc automatiquement il se referme. Et en fait le cycle il se fait, et alors toutes les secondes ça fait pam, 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 et toute la vie. Voilà. Et sans arrêt ça monte de l'eau. Ce bélier est capable de monter à peu près 2 à 3 000 litres d'eau par jour. C'est pas beaucoup, mais il y a des béliers qui montent 120 000 litres par jour. Tout est question d'échelle et de quantité d'eau. Parce que moi j'ai un tuyau comme ça à peu près pour amener mon eau. Si vous remontez 100 mètres cubes, le tuyau il est comme ça, donc c'est une autre affaire. Mais en tout cas, moi, pour rien, ça me remonte de l'eau constamment comme ça, là-haut. Et en termes d'usure au niveau des clapets ou de toute la tuyauterie, ça tient? Alors, effectivement, j'ai galéré au début avec ce clapet-là, parce que ce clapet-là, il se prend des chocs à chaque fois. Donc j'avais vu sur internet des mecs qui prenaient des clapets avec des petits joints en caoutchouc, mais sur ma hauteur de chute, sur mon débit, mon clapet il tenait 1 heure à peu près, et le plastique était défoncé complet. Du coup, après, je suis passé en joint à laiton. Vous avez ça s'appelle des raccords union en laiton, qui sont déjà tout faits, c'est un détournement du raccord union, et c'est un raccord en ogive, en fait, comment ça s'appelle? Il est tourné de façon à ce que quand il est posé contre son support, il y a une étanchéité parfaite en fait. C'est laiton contre laiton, et puis c'est tout, donc c'est métal contre métal, et là ça dure quand même beaucoup plus longtemps. Un bon bélier, il peut durer 100 ans sans s'arrêter. Ce qui n'est pas le cas du mien, mais des mecs qui fabriquent avec des métaux appropriés, qui sont capables de le tourner. Moi, le truc, c'est que j'achète des choses qui sont dans le commerce. Hein. Ouais, d'accord, je ne vais pas tourner mon propre sur un métal en titane, bon, je sais pas quoi, pour pas que ça s'use. Ça, je vous la montre parce que c'est une petite roulotte dans laquelle on fait le pain. C'est une boulangerie, on va sur le marché, on vend le pain. Et si vous avez un four qu'on a fabriqué avec l'atelier paysan, du coup, et je vous montre ce four parce qu'en termes d'autonomie énergétique, c'est pas mal. Vous savez, on parle toujours des fours à bois, en pierre, super, machin, qui font du super bon pain. C'est vrai. Mais si vous y retournez le lendemain, vous mettez la main dedans, c'est encore chaud. Et dans votre tête, vous allez vous dire, ah, c'est encore chaud, et à quoi sert cette chaleur? En fait, il y a des pertes, c'est un gouffre à énergie, ces fours. C'est sûr, c'est bien. Les mecs, ils les utilisent au mieux, ils font leur pain, ensuite ils font... d'abord les pizzas, après le pain, après des gratins, des machins, ils finissent par les meringues, plein de choses, mais même si on fait tout ça, il y a encore trop d'énergie qui a été consommée. Ce four, l'avantage c'est qu'il a une double paroi, vous faites un feu en dessous, la chaleur passe là, et ressort, et il n'est pas tout de suite chaud. En vrai, il pourrait presque être tout de suite chaud, mais pas tout à fait, parce que les sols, il y a un petit peu de masse sur les sols, ici, sur lesquels on pose le pain. Ce sont des sols tournantes, et en vrai, en moins de 2 heures, on fait le pain. C'est pas moi qui le fais, c'est ma copine, mais en moins de 2 heures, le pain est chaud. Le pain est cuit. Non, le four est chaud. Et en fait, c'est en métal, comme vous pouvez voir, avec 3 parois. Donc la paroi du four elle-même en bleu. Ici, vous avez donc les gaz. Ici, une paroi en métal aussi pour que les gaz restent bien entre
la paroi du four et la partie isolante ici, ça c'est l'isolation. Donc en isolant beaucoup, vous n'avez pas de perte. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un minimum de chaleur qui sorte sur la cheminée. Voilà. De toute façon, un four à pain normal, il y a beaucoup de chaleur qui sort par la cheminée de toute façon. Mais en plus, vous avez les calories qui sont perdues jusqu'au lendemain. Là, quand le pain est fini, au bout d'un quart d'heure, il n'y a plus grand-chose à en tirer. Donc c'est hyper économe en énergie et c'est vrai, c'est moins sexy qu'un four pain cuit au feu de bois, four en pierre, machin. Mais voilà. Là, je vais vous montrer un truc, c'est vraiment de la balle. C'est ça s'appelle réacteur Jean Paul à la base, moi j'appelle ça bioréacteur bactérien voilà, parce que je ne rappelle plus le nom du mec. Et en fait, on récupère. Alors vous savez que la matière organique, quand elle fermente, elle chauffe. Vous verrez que le biogaz, c'est pas le cas, mais on en parlera tout à l'heure. Et en fait, en chauffant, si vous voyez un tas de fumier sur le bord de la route, je pense qu'ici, on ne voit pas des masses, mais quand vous êtes à la campagne, vous avez fumé des fois, les tas qui ont été fraîchement posés. Vous dites là aussi, quand vous êtes comme moi, omnibilé par l'énergie, oh putain, cette énergie est gaspillée. Et donc voilà, pareil, si vous faites ça avec un tas de fumier, ça ne marchera pas, parce que vous avez besoin d'air. Les bactéries qui font de la chaleur ont besoin d'air. Si vous mettez du fumier, il y a de l'air au départ, et petit à petit, le tas va se tasser, et après, il n'y aura plus d'air, vous ferez du méthane à ce moment-là. Nous, ce qu'on veut, c'est faire de la chaleur pendant 1 an ou 2 ans. Et donc, on utilise des broyats de bois. Donc, vous prenez un broyeur de végétaux. Alors, moi, en l'occurrence, je suis plateforme de compostage sur la ferme. Donc, il y a un gros broyeur qui vient 1 ou 2 fois par an, qui me broie des tonnes de branches et qui me permettent d'avoir beaucoup de broyats. Mais c'est un déchet. Personne ne sait quoi en foutre de ces trucs-là. Et donc, l'idée de Jean Pain, ça a été de mettre des tuyaux. Alors, c'est pas fait comme ça c'est mes versions à moi. Hein, mais lui, il a fait vraiment différemment. Au début, il a fait à la fourche. Voilà, c'était il y a 40 ou 50 ans pour vous dire. C'est vieux. Et donc, en fait, on empile, voilà, il y a 100 mètres de tuyaux là, et il y en a comme ça, tous les 50 cm. Ping, ping. Ça fait 4 mètres de diamètre, sur 2 mètres 50 de haut à peu près. Et vous balancez de l'eau là-dedans. Qui est envoyé, et l'eau parcourt 100 mètres, se réchauffe, et vous avez chauffage de votre baraque, de l'eau chaude sanitaire. Et en plus de ça, c'est la petite cerise sur le gâteau, les petites, c'est que ça produit beaucoup de CO2. Alors vous allez dire, le CO2, on en a rien à foutre, c'est polluant, c'est tout ce que vous voulez. Sachant que j'attire votre attention que si ces tas de bois ils sont posés dans un pré ou machin, ils vont produire leur CO2 quand même. Hein. C'est pas moi qui produis plus de CO2 que si ils se débrouillaient tout seul. Voilà. Donc, sauf que moi, le CO2 qui est là, alors pas sur celui-là parce que j'en ai plusieurs, il y en a sous la serre. Voilà. Il y en a sous la serre. Moi, ce CO2, je le récupère et je le balance aux plantes, en tout cas en période de photosynthèse. Et quand vous mettez vous savez que les horticulteurs achètent très cher du CO2 pour le balancer dans les serres. Je ne sais pas si vous savez ça. Parce qu'en balançant du CO2, vous augmentez la photosynthèse. Vous pouvez gagner presque 1/3 sur la production d'un plant. 1/3 de temps. Et moi, ce que je fais, c'est que ce CO2, je le balance, et je vais le balancer, parce que je ne vais pas pour l'instant encore en souterrain, mais c'est dans le haut bâtiment. Je vais balancer en souterrain ce CO2, parce que si vous balancez le CO2 dans l'air, le moins de courant d'air, ça part. Question ? Comment on peut récupérer le CO2 ? Et bien en fait, ce tas, c'était mes premières versions de tas. Maintenant, j'ai changé, j'ai évolué. Je ne sais pas s'il n'y a pas une photo. Donc là, ici. Ah oui, je vois les deux diapos. Ça, c'est la serre tropicale dont je vous ai parlé. Et ça, c'est ma nouvelle version de réacteur. C'est-à-dire que je mets un plastique, déjà, tout autour pour complètement le fermer. Et en plus, je l'isole. Parce qu'évidemment, j'ai fait avancer le réacteur de base, comme vous l'avez vu au départ. C'est pas efficace du tout, parce que si vous avez, je sais plus si on voyait sur la diapo, mais il me semble qu'on voit peut-être, voilà, regardez la neige là, elle est tout autour. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 50 cm qui sont au bord du tas ne produisent pas de chaleur et ne sont pas décomposés. J'en arrive à ta question. Et en faisant, si vous regardez ça et que vous êtes ingénieur, 4 mètres de diamètre, 50 cm sur les côtés, qui c'est qui fait le calcul? C'est la moitié du tas. Ça fout les boules hein, sur un tas de 4 mètres. Donc c'est la moitié du volume du tas. Donc ça veut dire la moitié d'énergie perdue, et surtout la moitié qui reste en copeaux de bois. Et ce que je vous ai pas encore dit, c'est que moi, je suis agriculteur, ça m'intéresse vachement de récupérer un compost noir pour le balancer, pour enrichir les terres, pour mettre de l'humus dans les terres. C'est pas azoté, donc faut pas compter mettre ça pour faire pousser des... C'est pour nourrir la terre plus que les plantes, on va dire.
c'est de l'humus. Et du coup, si je me retrouve avec la moitié de broyat de bois que je mets dans la terre va devoir la digérer elle, donc elle va consommer de l'énergie pour arriver à digérer ces tas de bois qui sont partout répandus, c'est pas top. Donc avec l'évolution que j'ai fait là, donc en isolant, la dégradation se fait jusqu'au bord. J'en parle beaucoup parce que c'est le truc sur lequel je bosse beaucoup en ce moment. Voilà, donc il y a ça qui permet de... C'était ta question, dis-moi. Ah oui, et du coup, comme c'est complètement fermé par un plastique, en haut, pareil, j'ai un tuyau qui sort. On le voit, je sais pas, on le voit pas trop. J'ai un tuyau qui sort, et surtout, c'est que vous allez me dire, peut-être que tu vas me dire ça, vas-y, dis-moi, peut-être que c'est... Il n'y a pas d'air qui s'y... Ça, je le savais. C'est l'expérience. Du coup, effectivement, si on met du plastique et de l'isolant, il n'y a plus d'air. Les bactéries, elles font plus de chaud. Elles font éventuellement du méthane, on y reviendra tout à l'heure, mais plus de chaleur. Du coup, ici, là, on ne voyait pas, mais j'ai un ventilateur que je mets en marche 1 minute par jour. Simplement, je rebalance de l'air par... Alors ça, c'est moi, c'est complètement au feeling. Je balance et je regarde. C'est beau, je dois avoir 20 capteurs de température de partout dans le tas et je sais ce qui se passe à l'intérieur. Je sais à peu près ce qui se passe. Du coup, je regarde mes dynamiques de courbe. Si je vois la courbe qui commence à... Parce que ça, c'est pas comme ça, hein. Faut pas croire, ça descend tout doucement. Et d'habitude, on est comme... Ou alors, en régime de croisière, je suis comme ça. Et puis quand je vois que je descends de 0,1 degré tous les 2 jours, je dis, c'est bizarre. Donc c'est comme ça que j'ai réussi à dire à peu près 1 minute par jour d'air. J'en mettrai 2 minutes, ça marcherait très bien aussi. Mais si vous en mettez pendant 1 heure, vous balancez de l'air froid dedans et vous refroidissez votre tas. C'est ça aussi le pendant du truc. Du coup, ce tuyau qui sort, je le prends et soit là, en l'occurrence ici, je le balançais dans la serre. Donc j'ai monté à 1400 ppm, j'ai fait des mesures régulièrement. 1400 ppm de CO2, sachant que 1000 ppm est l'idéal pour des plantes, pour la photosynthèse. Et dans l'air, on est à 400 ppm ici. À mon avis, dans cette salle, on est plutôt à 500. Du coup, voilà pour la récupération du CO2. Et donc dans la prochaine version, donc je descends le tuyau et je le balance sous terre par des petits trous pour le diffuser sous la terre. Et s'il fait froid, c'est-à-dire la nuit il n'y a pas de soleil, pas de photosynthèse, pas besoin de CO2. Il va rester là et quand le soleil va arriver le matin, ça va chauffer la terre et tout à coup le CO2 puis il va monter. Ça c'est un Indien qui m'a raconté cette histoire-là. Ouais. Comment ça se fait que ça passe pas comme le fumier où ça se tasse et qu'il n'y a plus d'air qui passe? Parce que la granulométrie, les broyats de bois, j'aurais dû en amener, mais tu vois, les broyats de bois c'est hyper solide. Et en fait, c'est une granulométrie déjà qui laisse passer l'air et puis c'est autoporteur presque. Avant que tu arrives à dégrader un broyat de bois qui fait comme ça, complètement. Le jour où tu l'as dégradé, tu es content, ça veut dire que tu as fini le boulot. Hein. Mais du coup, c'est pour ça que ça fonctionne. Et ça ne marche qu'avec le bois, du coup. Dès que, par exemple, parfois j'ai mis du bois puis j'ai mis des feuilles. Et en fait, les feuilles, ça a des inconvénients, c'est que si vous mettez un tapis de feuilles, ça fait une étanchéité. Du coup, l'humidité se répartit moins bien, l'air passe moins bien. Il faut vraiment mettre que du bois et essayer d'être le plus uniforme possible. Et avec un maximum de bois différents aussi. Parce que les bactéries, si vous mettez que le même bois, c'est possible que ça marche moins bien. Ou alors ça va chauffer très fort à un moment donné et après plus du tout. Parce que les bactéries, elles se plaisent en fonction du temps à dégrader différents trucs. Donc c'est recommandé. Pareil, j'ai pas fait d'études précises là-dessus. En tout cas, Jean-Pin le disait qu'il fallait mettre plein de différents bois. Moi, je pense que ça marcherait quand même en vrai. Je vois j'ai des tas ou des paysagistes qui m'amènent des tas avec un seul truc, même du résineux, je le vois, il chauffe. Hein, mais combien de temps ouais. Oui. Ça chauffe à combien l'occupation? Eh ben, ça chauffe au max. J'ai un pic à 80 degrés au départ, et après 70 pendant longtemps, et au bout d'un an, là j'étais à 52. Et, ouais. Tous les combien de temps? Et ben c'est ça le truc, c'est que je suis en train d'essayer d'adapter en fonction de la matière que j'ai et que je mets à l'intérieur. Si je mets des broyats issus de paysagistes qui ont des broyeurs qui font des petites plaquettes, genre des plaquettes qu'on met dans les chaudières aussi. Et le broyeur qui vient depuis quelques temps, c'est un énorme broyeur, il est capable de broyer des troncs d'arbres comme ça, pour vous dire. Bon, il me fait des gros morceaux, mais par contre, il arrive à broyer, mais il me fait de la poudre. Du coup, il est beaucoup plus fin. Il est gros et fin, il y a les deux. Et du coup, je pense qu'en 1 an, c'est faisable d'avoir une décomposition complète. Mais normalement, il faut plutôt 2 ans. Sauf qu'au bout de 2 ans, ta température baisse. Du coup, tu dis, je perds d'énergie. Enfin, je perds pas d'énergie, mais j'aimerais bien être plus puissant pour chauffer plus fort ma baraque ou des choses comme ça. Donc moi, je suis parti pour y laisser 2 ans, mais j'en aurai 2 en parallèle, et j'en change un seul chaque année.
Et le deuxième chauffera moins bien la deuxième année, mais il y aura toujours le premier qui chauffera à En fond. dessous, le premier. Non, à côté, l'un à côté de l'autre. Deux circuits. Le circuit d'Ofrane. Il y aura 2 circuits dans les deux. On pourrait dire je suis encore en train d'y réfléchir, on peut préchauffer dans le premier qui est pas très chaud, et comme ça on arrive déjà à 40 ou 50 degrés, et l'autre il finit de rajouter les 10 ou les quelques degrés. Il n'y a pas d'études pas de gens ont travaillé là-dessus, c'est con, hein, parce qu'il y a... Et en fait, je pense que peu de gens ont travaillé, mais ce que je vois aussi, c'est que que c'est pas connu, que c'est pas utilisé, et je me dis pourquoi. Donc je m'aperçois bien qu'il y a des soucis, et les soucis, c'est surtout les tuyaux. Parce que les tuyaux, quand vous devez les mettre, ça passe, quand vous devez les enlever, c'est très compliqué. Vous les abîmez, donc vous détruisez les tuyaux, et du coup, là, je suis en train de bosser sur un système sans tuyaux. Donc, en gros, je fais circuler de l'eau, un réservoir d'eau en bas, je prends l'eau en bas, je la remonte en haut, et je la fais percoler. Mon problème, c'est la percolation. Il n'y a pas des ingénieurs en méca là-dedans? Bon, c'est de faire percoler l'eau de partout sur le tas, en fait, pour qu'elle prenne la chaleur en descendant, les gouttes d'eau, elles descendent, elles se chauffent, elles arrivent en bas, elles arrivent dans ma marmite, et dans ma marmite, au fond, j'ai un échangeur thermique, et là, je prends cette chaleur ici. Et de cette façon, au lieu de récupérer la chaleur que autour des tuyaux, je la récupère partout. En même temps, j'humidifie le tas, les bactéries, elles sont super contentes. Et surtout, je ne mets plus de tuyaux. Du coup, là, j'y vais avec le tracteur, blablabla, je remplis, je vide hyper vite. Non, mais c'est important parce qu'en fait, quand vous... Moi, mon idée, j'aime bien l'autonomie énergétique, mais j'ai envie que ça se développe, comme le bouquin sur le biogaz que j'ai amené, s'il y a des gens qui sont intéressés, que j'ai fait, et c'était pour diffuser, en fait, comment faire pour rouler en bagnole avec de la merde, en fait. C'était ça le titre. Que l'éditeur a refusé. J'ai mis ici, en Allemagne, il y a quand même une boîte qui s'appelle Native Power qui installe ils appellent ça des biomailers pour des baraques, pour des maisons d'habitation. Les mecs, ils ont genre là, je sais plus, il y a plein de baraques par là. Les mecs, ils ont leur baraque et à côté, les gars, ils arrivent avec leurs grosses engins, blablabla, ils montent leur tas en une journée et toute l'année, ils sont chauffés. En Allemagne, ils n'ont pas de soleil autant que nous. À cette époque, ils en ont plus que nous en été, mais en été on s'en fout, mais ils en ont moins que nous à cette époque. Du coup, c'est vachement intéressant pour eux d'avoir cette solution-là. Mais j'ai pas l'impression que Native Power grossit, donc je me dis que c'est peut-être pas encore la panasse. Donc je cherche pourquoi et comment faire pour que ce soit rentable, en fait. Voilà. Ouais. Une fois que votre tas il a fini de chauffer, vous réutilisez le bois par exemple pour faire du compost ou quelque chose comme ça? Ah oui, c'est ce que j'ai dit, c'est qu'en fait il a été composté, donc tu as un compost, tu as une terre noire dedans. En fait le tas il est là au départ et à la fin il est quasiment à la moitié. Okay. Il a descendu de la moitié. Et du coup ça mène une autre question, si le tas est monté à 80 degrés, est-ce que le compost il fonctionne encore? C'est mieux même. Parce qu'on nous a dit que si on montait au-dessus de 60, ça tuait une partie des bactéries et que ça fonctionnait pas. Alors, ça va tuer déjà les germes pathogènes, ça va tuer les graines aussi, parce qu'en fait, tu sais, quand tu épans, parce que là-dedans, il y a du liseron à volonté, c'est une horreur le liseron, je sais pas si vous connaissez, mais moi je galère avec ce truc-là. Et en fait, en chauffant à 80 c'est un pic, hein, après c'est plutôt 70, tu après, les bactéries, alors certaines bactéries, probablement qu'elles meurent, mais probablement, sauf que les bactéries y sont, parce que c'est elles qui font le boulot quand même. Enfin, les bactéries qui dégradent le bois, elles y sont. Après, il y a, je sais pas qui c'est qui t'a dit ça, mais il y a tellement d'écoles, c'est un truc de malade. Hein. L'agriculture maintenant, t'as des gourous de tous les côtés. J'espère ne pas devenir un gourou moi-même, parce que j'essaie d'être humble un peu, parce que sinon, je pourrais baratiner, mais en relais, on accueille des gens en woofing, je sais pas si vous connaissez le woofing à la ferme, mais je pourrais devenir gourou, quoi. Parce que les mecs, tu leur dis... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de trucs, mais qui c'est qui fait vraiment des expériences là-dessus? Qui c'est qui dit qu'à 80 degrés, et qu'est-ce qui se passe après? Donc tu vas aller vendre dans tes champs, qu'est-ce que les gens disent à propos de cette histoire-là? Moi, je sais pas. Non, nous c'était plus à propos pour faire du compost, là, visiblement c'est plus, ce que vous récupérez après c'est plus pour faire de l'humus, c'est ça? Je pense. Ouais, mais le compost c'est de l'humus, quoi, enfin, tu vois, ça nourrit l'humus, comme tu l'as dit, ça nourrit plus la terre, et le compost, lui, va plutôt viser les plantes, il me semble. Ça dépend, parce qu'en fait, tu as un compost de bois ou compost de trucs hyper riches en azote, ça dépend, tu vois. Ça dépend de quoi tu pars. Parce que le compost, au final, une matière compostée, c'est une matière qui a été digérée en milieu aérobie. Ouais. Après... ça doit peut-être ralentir la... J'en sais rien, mais faites gaffe quand vous voyez un mec comme moi ou un autre mec qui vous raconte des trucs, allez voir toujours
d'autres trucs parce que alors moi j'arrive, vu que je bosse beaucoup sur l'énergie, il y a des mecs qui me téléphonent, qui me parlent, vous imaginez même pas, les moteurs à eau, les moteurs surnuméraires, juste pour rigoler, les moteurs surnuméraires. C'est un moteur qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. En gros, les mecs, ils ont pris un moteur, alors c'est un moteur spécial, c'est un alternateur spécial, ils sont mis peut-être l'un en face de l'autre, ils sont couplés au niveau de l'arbre, et en gros, si vous démarrez le moteur avec la main comme ça, le moteur va se mettre à tourner, va faire tourner l'alternateur va produire de l'électricité qui va être connectée au moteur et qui va faire tourner le moteur. Mais au-delà de ça, ça produit de l'énergie, ça recharge une batterie. Je vous jure, il y a des mecs hyper sérieux qui en parlent, vous allez voir, hyper sérieux. Fabrice André, c'est un mec qui... lui, il adore les médias, moi j'aime pas ça, mais alors, lui, il est partout. C'est un mec qui avait un refuge à Sarenne, qui a brûlé aussi. Et il y a d'autres gars sur internet qui parlent de ce truc-là, du moteur surnuméraire, mais c'est... On en met 200 en série. Mais c'est exactement ça, et moi c'est ce que je dis toujours, le mec, moi j'ai écrit dans mon bouquin que je donnais 10 000 € à la personne qui m'amène ce moteur. Parce que je dis en déconnant, moi je suis millionnaire après les gars. Bon, enfin bref. Donc du coup, on entend tout, et les mecs ils ont l'air hyper sérieux. Moi je suis... Regardez ma gueule, je dis la semaine de terre, j'ai pas l'air sérieux. Et les mecs, ils ont l'air hyper sérieux avec des costards, des cravates, et ils embobinent qui veulent quoi. Enfin, bref, presque tout le monde. Là, juste pour finir avec la ferme elle-même, on passe au biogaz ensuite. Ça, c'est la nouvelle ferme qu'on est en train de faire. Donc c'est une ferme, c'est un bâtiment hyper particulier parce qu'il est transparent, mis à part une petite partie sur le côté, là, et avec une maison d'habitation ici. Des moutons, la bergerie ici, du maraîchage d'hiver, c'est-à-dire genre des salades, des carottes l'hiver, mais l'été, des bananes, des citrons, des tas de trucs qui poussent au même endroit. Si vous avez tout à fait le droit d'aller un pied de bananier au pied des salades qui auront trop chaud l'été, mais le bananier, lui, n'aura pas trop chaud l'été et il continuera sa croissance dès qu'il fait assez chaud. Donc en fait, voilà, on va faire une espèce de cohabitation de plantes été-hiver. Qu'est-ce que j'écris? Donc structure en bois, paille, verre, polycarbonate. Je pense que l'heure avance, donc je vais accélérer un peu. On a un mur en paille à l'arrière pour l'isolation, donc du verre sur les côtés, du polycarbonate sur le toit, là c'est le toit, pardon, sur tous les côtés c'est tout en verre, et avec des aérations de tous les côtés parce qu'en fait il va faire trop chaud. À la fois je m'en fous un peu parce qu'il n'y a plus de moutons l'été, il n'y a plus de moutons, moi les moutons ils sont encore, à cette époque-là il y a de la neige, ils sont encore en alpage pour vous dire, donc ils ne vont pas souffrir de la chaleur. Il faut juste aérer quand même un minimum pour les plantes parce que monter à 50 ou 60 degrés pour des plantes c'est pas super top. Je pense qu'on laisse fermer, ça monte à 60 degrés dans une serre, comme ça. Et une maison d'habitation super isolée pour ne pas subir la chaleur de l'été. L'hiver, ça sera imaginez vous êtes dans une espèce de bulle, vous sortez là, il y a des bananiers, des plantes et... Non mais en fait je bosse beaucoup sur l'habitat, parce que vous savez, vous avez entendu parler du grignotage agricole par les habitats, on gratte, on est de plus en plus nombreux, donc on gratte de partout. Du coup, la surface agricole diminue au fil du temps, et c'est 1 hectare par jour, je crois, en France. J'ai dû vérifier, j'en suis pas sûr, mais c'est beaucoup. Et l'idée que j'ai là, donc là c'est l'archi, il m'a fait une petite terrasse là, mais en vrai non, en vrai c'est vert tout le dessus, c'est cultivé. Et en fait, ma future baraque, puisque l'autre a cramé avec le bâtiment, donc que je suis en train de faire, elle ne prend pas d'emprise au sol au niveau habitation. Ici il y a des légumes, ici il y a des légumes. Pas d'emprise au sol. Et ça vous pouvez l'étendre à Lyon, là à côté. Ils veulent construire une nouvelle baraque qui bouffe sur un champ de je sais pas quoi à côté, un champ de maïs, n'importe quoi. Et bien si vous faites une serre comme ça, avec des carrés, même plein de maisons, l'habitat collectif, j'en sais rien, et que tout le monde son jardin au-dessus, vous n'allez pas bouffer de surface. Et par contre vous cultivez dessus. Il faut la structure adéquate pour porter les tonnes de terre qu'il y a dessus, mais c'est tout quoi. Et moi je crois vachement à ce truc-là, en tout cas au sud de la Loire on va dire, parce que, au nord de la Loire, pardon, enfin dans la Loire. En montagne, aux endroits où il fait trop froid en hiver. Nous on se tape des hivers, pendant 6 mois on se galère à se geler les mains, on peut rien faire. Donc voilà, et là, un jour comme aujourd'hui, nous en ce moment on mange sur l'eau de serre, là, pour l'instant on habite dans l'eau de serre, on mange sous la serre tous les midis dehors quoi, enfin on est dans la serre et c'est cool, et même s'il n'y a pas de soleil, c'est du soleil, il fait un peu chaud, on ouvre les portes, mais... Captation solaire, oui parce qu'une serre comme ça, avec les vitres, vous imaginez les vitres, on vous dit toujours qu'il faut fermer les volets sinon vous avez trop de pertes.
Donc imaginez, là j'ai envie d'avoir une serre hors gel, en fait je ne vous ai pas dit, mais je voudrais qu'elle soit hors gel, et le nombre de vitres qu'il y a, comment voulez-vous combattre le froid? Il fait moins 15 dehors, du coup on va chauffer, ok, donc j'aurai 2 réacteurs dont je vous ai parlé, qui sont dedans, j'aurai des moutons, ça va produire 50 watts d'énergie, 50 watts fois 100 moutons, 5 kW, 5 kW, 800 mètres carrés chauffés. Je sais pas si vous avez une petite idée du truc, mais même là avec 5 kW, vous chauffez plus. Donc si peut-être quand même. Et du coup, il faut trouver d'autres solutions. Et la solution, c'est le stockage de l'énergie, le stockage journalier. Donc le mur nord ici, il est rempli de bidons, enfin il est devant le mur en paille, il y a des bidons de 200 litres d'eau empilés jusqu'en haut. Il y a 400 bidons de 200 litres d'eau qui font tout le mur pour faire un stockage la journée. Donc on aspire éventuellement l'air à la toiture et on la fait circuler autour des tonneaux pour augmenter la prise de calories par la flotte. Et après ce mur, il renvoie de l'infrarouge la nuit. Ok, ça c'est pas mal, mais le top, c'est stockage intersaisonnier, c'est de stocker la chaleur l'été pour l'utiliser l'hiver. Et ça c'est vraiment... Ah ouais, je vois les yeux. Qu'est-ce qu'il y a et en fait ça existe depuis longtemps. D'aller stocker de la flotte ou de stocker la chaleur dans des cuves de flotte enterrées, des cuves de 30, 40, 50 mètres cubes. Il y en a qui font ça pour leur baraque, ils construisent une baraque, ils font une grosse cuve avec leurs panneaux solaires, chauffe-eau solaire, ils chauffent tout l'été là-dedans, ils isolent bien leur cuve et c'est vrai qu'après ça réchauffe pas vraiment la maison, mais ça permet d'avoir ils peuvent préchauffer leur eau chaude sanitaire en faisant passer un tuyau dedans en tout cas ça existe. Et il y a 30 ans, il y a je crois que c'est l'INSA d'ailleurs, l'INSA de Toulouse qui a bossé sur un système qu'ils ont appelé les tunnels à galets. Et en fait, le principe c'est de creuser un trou à 3 mètres de profond à peu près dans le sol. Vous creusez une longueur de 5 mètres, avec un tractopelle, comme ça. Au fond, vous mettez ça de galets, un tuyau qui rentre d'un bout et qui ressort de l'autre côté. Vous mettez vos galets, ensuite vous remettez de la terre. Les galets, ça laisse passer l'air, on est d'accord? Donc si vous rentrez l'air par ce tuyau, il traverse les galets, il ressort de l'autre côté. Et vous prenez de l'air à 60 degrés, parce qu'il y a 60 degrés en haut été, vous l'envoyez là-dedans, et ce qu'il faut savoir, c'est que l'onde thermique, l'onde de chaleur, met à peu près, suivant le type de terre, mais à peu près 1 mois pour parcourir 1 mètre. C'est-à-dire que si vous êtes à 3 mètres de profond, au bout de 3 mois, la chaleur arrive en haut. Et après, encore pendant 3 mois, ça continue Faut pas croire qu'on va chauffer une serre à 20 degrés. Hein. Moi, je parle de hors gel. Hein. Déjà hors gel au niveau du sol, et après toute la chaleur continue de monter dans l'espace. Et évidemment, s'il n'y en a un seul tunnel à galer comme ça, moi j'en aurais 8, parce que moi d'une part j'ai un tractopelle, donc c'est vite fait de faire des trous, voilà. Et ça coûte pas cher, parce que c'est que des galets, et les galets ça coûte rien. Et des tuyaux, c'est ce qui coûte le plus cher, c'est toute la tuyauterie pour mettre des gros tuyaux, parce qu'il faut des tuyaux de 250 pour moi. Et vous aspirez l'air en haut, au fait, donc ça va être ici. Là, vous avez le mur en paille, si on vous parlait. Donc j'aurai un tuyau qui descendra ici, paf, là, et là, j'aurai des tranchées. En fait, elles sont dans ce sens-là. Comme ça, il y aura 4 tranchées. 4 tranchées avec une alimentation par le centre. Donc en fait, l'air, il partira de chaque côté. Donc ça fait 8 tranchées de 4 mètres ou 5 mètres de long. Et vous ne pouvez pas dépasser plus que 4 ou 5 mètres, sinon perte de charge. Ça vous dit quelque chose. Si le ventilateur il n'arrive pas à passer à travers, parce que 15 mètres de long, voilà. Donc on vaut mieux en le multiplier en parallèle qu'en faire une seule en série. Maraîchage, je vous ai parlé, bioréacteur, je vous ai parlé, habitation en prise agricole. Donc nous on est en site isolé, voilà. Et le coût, c'est écrit tout en haut, autoconstruction dosage. C'est tout autoconstruit, donc vous voyez, c'est des grumes. J'ai pris du boiron, j'ai taillé du boiron directement, ça coûte rien. Du boiron, ça coûte 100 livrés chez moi, donc des grumiers, donc les camions qui transportent le bois, ça coûtait 110 € le mètre cube. Mais si vous achetez du Douglas, que j'ai mis du Douglas parce que c'est un bois qui est résistant, qui a une très bonne classe au niveau de la résistance aux moisissures et à plein de choses comme ça. Donc si vous prenez du Douglas scié, ça coûte 350 ou 400 € le mètre cube, 4 fois plus cher. Donc vous divisez votre charpente par 3 ou 4. Déjà là, vous avez la satisfaction de le faire vous-même, de vous faire plaisir sur du boiron. C'est sûr que je ne savais pas faire. Avec l'atelier paysan, je pense que s'il y a bien une école d'ingénieur qui connaît l'atelier paysan, c'est l'INSA, mais bon, pas tout le monde, mais voilà. On a organisé un stage sur la ferme pour apprendre à construire en boiron. Donc moi j'étais évidemment au stage.
Donc j'ai appris à faire ça, puis du coup on a monté 5 fermes, et puis il y en avait 14 à faire, j'ai fait les autres ensuite. Et vraiment, après j'avais trop les boules que ça s'arrête, parce que j'ai pris le coup de main, et il y a une tronçonneuse, vous n'avez rien, et vous construisez une charpente. Et du coup, ce qui fait qu'avec le coût de la paille, le coût du verre, finalement ça coûte pas plus cher que du bois, ça coûte 12 € le mètre carré, on arrive à bien largement en dessous de 100 € le mètre carré. Peut-être que ça vous dit rien, ça fait 800 mètres carrés, et je crois qu'on est à maximum 70 000 € le bâtiment. Voilà, ce qui 800 mètres carrés. Et bon, vous calculez peut-être par rapport à une maison individuelle, c'est vachement moins cher et beaucoup plus grand. Et ça résiste au feu? Ben, rien ne résiste au feu en fait. Qu'est-ce que tu penses? Parce que si ça monte à 60 degrés, qu'il y a le soleil sur le... Ah non, il n'y a pas moyen que ça prenne. Non, parce qu'il faut monter quand même beaucoup plus. Par exemple, le truc qui s'enflamme rapidement, je crois que c'est le papier, peut-être à 120 degrés peut-être. Il peut y avoir une inflammation avec de la chaleur à 120 degrés. Mais la paille recouverte de terre, tu peux mettre un chalumeau dessus, ça mettra beaucoup de temps avant de faire quoi que ce soit. Le bois, un bâtiment il prendra feu comme n'importe quel bâtiment, hein. Mais regarde les tours jumelles, elles étaient en métal. Un bâtiment en parpaing, il s'écroule aussi, en fait, il explose. C'est plus dangereux un bâtiment en parpaing ou en métal qu'un bâtiment en paille en bois. Moi, après l'incendie, ce qui restait, c'était certains troncs d'arbres de bois qui étaient encore là. Enfin bon, les maisons en bois, on fait ça depuis longtemps, hein. De toute façon, c'est une maison en bois, en fait. Hein. Avec du verre. Mais le verre, tu mets du verre, il y a du verre partout. Tu vois, il n'y a pas tellement de différence par rapport à... Dis-moi si j'ai pas suivi. Non, si, c'est vrai. Ouais. Bon allez, il faut qu'on passe au biogaz. Je sais pas quelle heure il est. 9h10. C'est pas mal. Est-ce que vous avez des questions sur déjà cette première partie? Ah oui. Comment vous ramenez, garder la chaleur de l'eau? Il n'y a pas de pertes? Si, il y a des pertes, mais à toi, comme n'importe quel réseau de chaleur, tu isoles tes tuyaux. Donc en fait, moi j'ai mes tuyaux alors, plus t'es près, je sais, mais si t'es loin, et ben, c'est des tuyaux isolés. T'achètes des tuyaux, je me les fabrique, hein, mais tu prends ton tuyau qui est gros comme ça ou comme ça au milieu, il est isolé, et dessus il y a encore un autre tuyau en plastique pour protéger l'isolation. Et voilà. Ah bah ça suffit. Tu sais, il y a des réseaux de chaleur qui font des kilomètres. Hein. Après, c'est une question de coût, hein. C'est toujours pareil, et c'est ce qu'on disait au départ. S'il faut que tu détruises la moitié d'une forêt et que tu dépenses 500 000 € pour franchir ton kilomètre, il faut réfléchir autrement. Mais moi, dans mon cas, j'ai pris, pour te dire ce que j'ai fait, j'ai pris donc mes tuyaux, moi j'ai 20 mètres entre le réacteur et la baraque dans laquelle on habite en ce moment, qu'on chauffe avec, et j'ai pris de l'isolant multicouche, c'est l'isolant qui est en aluminium là qu'on voit, il y en a qui en mettent dans les camping-cars, c'est assez fin. Je l'ai enroulé autour, et après j'ai pris la Janolène, c'est les tuyaux rouges qu'on voit sur les chantiers là, à nez, que j'ai fendu, je l'ai écarté, je l'ai refermé autour pour protéger un peu mon isolant. Et encore, je crois que sur cette version-là, j'ai même j'ai mis juste du scotch de temps en temps pour maintenir l'isolant autour du tuyau, des tuyaux. Alors, le biogaz, c'est pour ça que je suis là. Le biogaz, donc c'est issu, donc, contrairement au réacteur Jeanpin, c'est une fermentation anaérobie de la matière organique. Anaérobie, donc sans air. Si vous avez de l'air, vous ne produisez pas de gaz. Mais comme il n'y a pas d'air, vous ne produisez pas de chaleur. Là. Voilà. Donc l'énergie produite, c'est du méthane, dans ce cas-là, et quand il y a de l'air, c'est de la chaleur. Vite fait, comme ça, voilà, c'est des bactéries qui produisent de l'énergie. Une du chaud, l'autre du gaz. Ça parle à tout le monde dans la fermentation anaérobie. Il faut juste enfermer votre matière dans quelque chose de fermé, peu importe comment vous débrouillez. Moi j'ai fait des digesteurs pour 3 francs 6 sous, un trou dans le sol, dans la terre. Ça marche l'été, l'hiver ça marche moins bien. J'ai mis ma matière directement dessus et j'ai pris une bâche en plastique que j'ai essayé de ne pas prendre trouée. Et je l'ai lesté, comme c'est rempli d'eau, on est dans l'eau justement pour éviter qu'il y ait de l'air. Et j'ai lesté mon plastique dans l'eau, mais ça coûte le prix d'une bâche. J'ai fait un digesteur, je peux faire un digesteur énorme pour 3 fois rien. Et il y a des gens maintenant, j'ai vu, qui vendent le procédé, mais avec sérieux quoi, avec
avec de la bonne bâche, avec un système de lest voilà, qui est pas mal leur système, qui coûte pas grand chose. Donc la matière organique, alors le biogaz, il y a pas mal de dérives. Dans le biogaz, il y a des mecs qui cultivent des champs, surtout en Allemagne, qui cultivent du maïs, ils prennent leur maïs et le mettent directement dans le digesteur. Et ensuite, ils vont acheter du maïs en Amérique du Sud. Et comme ils achètent du maïs en Amérique du Sud, là-bas, ils coupent du bois, ils coupent des forêts entières pour planter du maïs pour les Allemands qui mettent leur maïs dans leur digesteur. C'est vite dit, mais c'est ça en fait ce qui se passe. Hein. Les biocarburants, beaucoup de trucs comme ça, c'est un peu ce qui se passe. On prend de la terre agricole pour faire de l'énergie. Alors qu'il y a beaucoup de déchets qui ne sont pas encore utilisés, qu'on n'utilise pas, et qui permettent de faire de l'énergie en termes de biogaz. Je vous ai parlé, j'ai écrit déchets, parce qu'il y a des déchets que moi je ne me permettrais pas de mettre sur mes terres. Nous on est en bio par exemple, et il y a des mecs qui récupèrent des trucs organiques, mais industriels, des industries, je sais pas quoi, tout ce que vous voulez, qui recrachent je sais pas quoi justement. Et donc j'ai pas du tout envie de les mettre dans les terres, mais il y a des paysans qui font ça et qui n'ont rien à foutre. De toute façon ils vendent, ils sont là pour produire et pas spécialement pour se poser des questions. Donc voilà, bon, ils font tout pour faire un nom. Donc voilà pour ça. Après je vous parle du PRG, moi ça me parle pas super ce truc là, mais bon c'est le potentiel de réchauffement global, vous avez entendu parler, le CO2 ça fait du réchauffement climatique. Et en fait le méthane, qui est le gaz produit, qui est une partie du biogaz. On n'a qu'à en parler tout de suite. Le biogaz, c'est une moyenne, hein, 60% de méthane et 40% de CO2 à peu près, plus quelques petites autres cochonneries comme l'H2S qui est un gaz hyper toxique pour nous et pour les machines, les moteurs, tout ce que vous voulez. Donc c'est le gaz qu'il faut absolument éliminer si possible à 100%. On en parlera après. Donc ce méthane est beaucoup plus toxique pour l'environnement quelque part du fait de l'effet de serre qu'il produit. Et en fait, il produit 25 fois plus d'effet de serre que le CO2. Alors j'écris 25 et 75 parce que, en me renseignant, quand vous regardez un PRG, c'est sur 100 ans. Mais le méthane a une durée de vie de 12 ans. Donc en fait, au bout de 12 ans, il fait plus d'effet de serre, en gros. Mais pendant 12 ans, on est plutôt à 75 de PRG par rapport au CO2. Voilà, c'est juste... en gros, si vous prenez du méthane, brûlez-le. Transformez-le en CO2. La combustion fera du CO2. C'est pour ça qu'il y a des torchères, souvent, j'imagine, dans des entreprises et trucs comme ça, on va cramer des flammes, on dit putain, qu'est-ce qu'ils foutent? Parce qu'ils ne sont pas capables de consommer cette énergie. C'est con, parce que quand vous passez à Fézin ou qui habitez à Lyon, vous voyez souvent il y a des flammes, il me semble, sur la torchère. C'est aussi de la sécurité. Oui, il y a peut-être ça aussi. Mais en vrai, ça peut être de sécurité, mais tu pourrais dire que tu prépares un échangeur thermique dans la cheminée, et toi, des trucs comme ça. C'est d'accord. En termes de biogaz, il y a différentes façons de digérer votre matière organique. Donc, c'est dans des boîtes, on a dit, des boîtes étanches, et vous avez des digestions continues et discontinues. Continue, c'est que vous alimentez votre digesteur tous les jours, quasiment. Tous les jours, vous avez de la matière qui arrive tous les jours, il y a des camions qui viennent chez vous, qui vous déversent des tas de trucs. Et vas-y, et donc il y a un système pour permettre de rentrer la matière dans votre digesteur sans que le gaz sorte évidemment. Et après il y a un moteur qui vous permet de tourner après la matière dans le digesteur. Pour des gens qui ont... C'est plus efficace en termes de surface parce que vous avez un seul digesteur qui est constamment alimenté, tandis que quand vous êtes en discontinu, vous devez avoir plusieurs digesteurs. Parce que quand il y en a un discontinu, c'est-à-dire que vous videz le digesteur, hop, vous allez épandre votre digesta, et ensuite vous le re-remplissez. Et pendant 2 semaines, vous n'avez pas de production de gaz. Et les mecs qui vendent de l'électricité à EDF, ils ne peuvent pas se permettre d'arrêter leur machine 1 heure. Parce que c'est des pertes, quand c'est gros, c'est tout de suite 1000 euros l'heure, j'en sais rien, ça dépend, 1000 euros l'heure entre l'heure et la journée, ça dépend de la taille du bidule. Donc quand on est en discontinu, eh bien on a plusieurs cuves. Moi j'en ai 2, mais c'est plutôt 3 qu'il faudra avoir. Et il y en a qui en ont 4, 5, 6. Voilà. Alors pour la rigolade, j'ai marqué coût entre 100 € et plusieurs millions d'euros, dans le sens où 100 €, vous pouvez, je vous ai mis à la fin un travaux pratique, parce qu'attention, il faut être pratique après. Vous trouverez sur internet comment faire du biogaz chez vous, en fait. Voilà, c'est même pas 100 €, c'est 10 €. Mais en Inde, pour 100 €, ils vous font un petit digesteur familial où ils mettent leur bouffe, les déchets de la journée, ils font à cuisiner avec. Et millions d'euros, je vous montrerai, j'ai 2-3 photos après, vous verrez le truc. Là, pour vous donner une petite idée, 1 mètre cube de biogaz, voilà, les équivalents, 0,7 litres d'essence, 6 kWh.
d'électricité. Et sachant que moi j'ai 2 cuves de 30 mètres cubes qui produisent très faiblement parce que je suis à une température basse, on en reparlera. Je produis en à peu près 20 à 30 mètres cubes par jour. Voilà. Mais je pourrais produire largement le double si j'étais dans les clous par rapport aux bactéries qui fonctionnent très bien à des températures plus hautes. En l'occurrence, c'est les températures de votre vie. Parce qu'on est producteur de biogaz, je vous rappelle. Tout le monde. Épuration nécessaire pour chauffage, électricité, GNV. Alors ça c'est juste pour me rappeler, c'est que le biogaz qui sort, il est toxique à cause de l'H2S. Mais dans certaines applications, comme si vous voulez rouler en voiture avec, il faut enlever tout et ne garder que le CH4. Parce que c'est le seul combustible. Si vous balancez de l'eau, de l'H2O ou de l'H2S dans votre moteur, c'est mort quoi. Ça ne va pas durer longtemps. Vous avez, là je vous ai mis le potentiel méthanogène de différentes matières, parce qu'il y en a qui vont me dire ouais mais combien on produit machin, mais comme vous voyez entre l'ensilage de maïs et le lisier de porc, vous avez une sacrée différence avec 1 mètre cube de cette matière. Il y en a qui va produire quelques mètres cubes de biogaz et l'autre va en produire beaucoup plus. Là vous avez quand même aussi la teneur en méthane, globalement c'est autour de 50-60. Donc le lisier de porc en l'occurrence il est assez haut, mais je veux dire entre 60% ici et 52% ici, si j'ai le choix, je prends celui-là. Sauf que je vous rappelle que l'ensilage de maïs, c'est quand même une culture qui est dédiée aux bouffes du sol pour bouffe de la terre pour faire de l'énergie. Donc c'est pas forcément le top. Là, fumier de volaille. Et la graisse, elle n'est pas écrite là-dessus, je sais pas pourquoi. Je suis allé voler ça sur internet. La graisse, c'est le truc le plus méthanogène. Sauf que si vous mettez que de la graisse, ça ne marche pas. Parce qu'il faut respecter un taux entre azote et carbone. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails. Mais en gros, le fumier de vache marche très bien parce qu'il a un rapport C sur N de 30 à 40, et ce qui est très bien pour faire du méthane. Là, je vous ai mis les photos du 100 €, 1 million d'euros. Donc ça, c'est en Inde. C'est des petits digesteurs qu'une boîte vend qui s'appelle Biotech India, et qui vend pour faire la cuisine chez soi. J'ai vu qu'en France, on commence à en vendre, mais regardez bien tout. Parce que ça marche en Inde, parce qu'en Inde, il fait 30 degrés. Et même si vous le mettez dans votre chaufferie en bas, machin, ça va. Une chaufferie, il fait pas 30, toujours. Ouais. Il y a la vidéo sur Moodle que je vous ai envoyée, ça parle d'un biodigesteur justement à mettre dans sa cuisine, fait par le Low Tech Lab. Du coup, c'est un truc aussi qui est présenté, un peu qui est soutenu par le Low Tech Lab. Donc regardez si vous l'avez pas vu, c'est ça. Ouais. Du coup, ça peut marcher à condition que vous soyez chaud. Donc, pourquoi pas ne pas utiliser une partie du gaz qui sort pour réchauffer le bignou. Pourquoi pas, à vous de voir pourquoi ne pas mettre, et je l'ai fait, un réacteur Jampin autour de votre cube. Le réacteur Jampin, il est un peu chaud, hein. Mais vous pouvez mettre un circuit d'eau autour, et au contraire, vous baissez la température contre le tonneau pour être toujours à 37 degrés, c'est la température idéale dedans. Donc, faut faire gaffe. En France, ça marche, hein. Vous pouvez, comme je dis, chez vous en faites un, mais ça marchera en été, mais en hiver, ça marchera plus. Voilà. À moins de trouver de la chaleur, pas cher. Ça, c'est les petits digesteurs qu'ils font souvent en Inde, des petits digesteurs plutôt à l'échelle d'une ferme. Ils balancent le caca des vaches, des gens, des épluchures, tout. Et on rentre la matière, je pense, par là. Et voilà, constamment, tous les jours, ils viennent balancer. C'est une digestion continue, donc, par rapport à ce que j'avais dit tout à l'heure. Et c'est quelque part en France. Et donc c'est des trucs à des millions d'euros, ça. Voilà. Ça, c'est de l'autoconstruit, par exemple, comme pour ma part aussi, c'est autoconstruit, donc on baisse beaucoup les coûts d'autoconstruction. Et on baisse pas que les coûts, on augmente l'intelligence aussi. Donc c'est pas que pour une question de coût, c'est aussi de rester maître de son outil. Je rappelle que les paysans, maintenant, ils sont plus du tout maîtres de leur outil. Ils ont des machines énormes qui, si elles tombent en panne, voilà. Et en fait, peut-être que moi, je gagne autant qu'un mec qui a 1000 hectares avec des tracteurs énormes et machin, et qui est stressé par des emprunts. Moi, j'ai pas d'emprunt. C'est une logique. Bon. Donc voilà, d'autoconstruire, prendre le temps d'autoconstruire, c'est de payer moins cher. Bon, ça peut prendre du temps, mais derrière, vous réparez, vous comprenez, Voilà. Un peu de chiffres
Là, c'est pour les petits chiffres économiques. Pas économiques, ouais. Pour vous dire, par rapport à le biogaz, c'est celui-là. Là. Donc en Allemagne, ils sont hyper forts. En Italie, ils sont pas mal. Et en France, on n'est pas bon. Alors la plupart des pays sont pas bons. Le Royaume-Uni, ça va peut-être un petit peu, mais après qu'il y a des pays comme, je sais pas si il n'y a que l'Europe là. Mais en gros, on n'est pas du tout bon. Les Allemands sont vachement en avance par rapport à nous là-dessus, sachant que c'est pas forcément top ce qu'ils font non plus. Ils ont beaucoup de pertes de méthane dans leur cube. Et vous verrez que moi, grâce à l'incendie, je vais changer quelque chose là-dessus. Voilà. Là, vous avez quelques chiffres aussi, montrer que énergie renouvelable, c'est 10% de la production en France. Ça, c'est la consommation, plutôt, la consommation. Et en production dans le renouvelable, le biogaz, là, c'est 7%. Voilà, juste pour fixer tout en tête. Là, je vous ai mis le schéma, parce qu'il est pas mal. En haut, celui du haut, c'est vite fait comment ça se passe. La plupart des installations, c'est ça. C'est donc, ils récupèrent donc, effluents d'élevage, donc classique, hein, déchets abattoirs. Ça peut récupérer déchets d'industrie alimentaire, déchets restauration collectivité, boues d'épuration. Tout ça, ça dépend qui. Chacun récupère ce qu'il veut. Les mecs qui veulent faire du pognon, qui n'en ont rien à foutre, mais ils récupèrent tout ce qu'ils peuvent, tout ce qui est organique, ils récupèrent. Après, il faut qu'ils fassent hyper gaffe à leur digesteur, parce que si, comme je l'ai dit, s'ils mettent que de la graisse, ça bloque le processus. Donc il faut savoir ce qu'on met quand même. Hein. Et les gars qui font ça, j'appelle pas ça des paysans, j'appelle ça des producteurs d'énergie. Hein. Ils font plus que ça, les mecs. J'en connais un qui est dans le bouquin. Il a vendu ses vaches, il fait plus que. Il récupère de la matière organique et il fait du gaz. Terminé. Si il fait comme le paysan, il va vendre ses vaches, mais il a quand même des terres sur lesquelles il dépense son digestat et il vend des céréales ou il vend des. Je sais pas quoi, des comme ça. Ensuite, ça passe dans le digesteur. Et après, le digesteur, il produit du biogaz et le digesteur dont on parlait, qui permet d'être. Il y a une partie liquide, vous voyez, qui est pendue comme ça. Et la partie liquide, c'est un engrais hyper fort, hyper puissant. Donc il faut faire gaffe quand on le met, il ne faut pas le mettre, il faut le mettre avant une pluie pour que la pluie elle enlève des feuilles, sinon vous cramez vos plantes. Et ça produit un compost un peu équivalent au compost issu d'une fermentation aérobie. Alors là, s'affrontent différentes écoles sur. Il y en a qui disent ah, c'est nul, c'est pas bon, ça perd tout. Alors moi je dis montrez-moi ça parce que je suis désolé. Vous prenez du compost, du fumier de vache, vous le mettez au bord de votre champ. Donc en plus de la chaleur qui est perdue, il va pleuvoir dessus, il y a du vent dessus, le NH4, enfin tous les N, l'azote. Si vous laissez un tas 1 an ou 2 ans, il n'y a plus d'azote dans votre tas. Premièrement, donc l'azote il est où? Il est dans les rivières, il est partout ailleurs, sauf dans votre tas. Et en plus, vous perdez aussi les minéraux parce que s'il pleut dessus, ça se lessive. Ça, c'est une chose. Donc les mecs ils disent non. Moi, le biogaz, vous prenez toutes vos cochonneries là, ou juste votre fumier, vous le mettez là-dedans, c'est fermé, terminé. Il n'y a que du gaz qui sort. Il y a du C, ok, il y a du carbone. Oui, il y a du carbone qui sort, il y en a qui disent on perd de l'humus, on perd du carbone. Je veux dire, quand vous ouvrez votre truc, vous avez encore de la matière à profusion. Le carbone, il n'a pas disparu comme ça. Mais surtout, c'est que vous gardez tout le reste. Le méthane, l'azote, tous les minéraux, le phosphore, le potasse, tout ça, ça reste dedans. Donc si vous vous intéressez au biogaz, vous verrez, il y a des gens qui vont vous dire ça. Et renseignez-vous et essayez de... souvent, les gens qui disent ça, ils ne sont pas forcément au fait de trucs. Ils ont écouté, ils ont entendu. Et en fait, je vous explique, pour moi, l'histoire, c'est que le biogaz, les grosses installations, elles font chier tout le monde. Il y a des tracteurs qui passent toute la journée sur les routes, ils font 50 bornes pour amener de la matière, machin comme ça. Les mecs, ils en ont comme ça. Donc tout le monde gueule quand il y a une installation de gaz qui se monte par loin de chez eux. Et en fait, je pense que c'est des arguments qui sont pris pour défoncer le biogaz. Je pense. Et ça, c'est rentable énergétiquement de déplacer des kilomètres, de faire des déchets sur des kilomètres. Je me pose la question. Alors ça, les mecs qui montent des grosses installations, ils sont aidés à 60%. Donc déjà ils sont aidés. Et même aidés, des fois ils n'arrivent pas à être rentables.
que tu parlais des Allemands qui font ça avec du maïs qui vient d'Amérique du Sud. Non, ils font pas du maïs qui vient d'Amérique du Sud. Ils font du maïs avec leur maïs céréalier, et ils importent pour la bouffe, dans des petites boîtes toutes faites. Du coup, c'est presque comme s'ils mangeaient le leur et qu'ils mettaient Mais pas loin, mais t'as raison. Mais moi, je me pose vraiment la question. Chaque fois que je prends mon tracteur, je me dis, mais il faudrait faire des calculs là-dessus. c'est l'énergie grise, tu vois, qu'il faut calculer de tout ce bordel, mais c'est clair. Mais a priori, c'est rentable puisqu'ils le font, parce que le mec, il calcule, regarde le fuel qu'ils mettent dans leur machin. Mais en fait, t'as raison. Non, C'est rentable financièrement. C'est rentable financièrement parce que le prix de rachat est fort, parce qu'ils ont des aides agricoles, parce que blablabla, mais ouais. Tu disais qu'il fallait retirer du coup notamment le H2S, toi t'as ça chez toi? Oui, je vais en parler après. Ouais, parce que justement après je parle de mon installation. Et là c'est le petit système indien dont on a vu tout à l'heure le schéma. Ça rentre là-dedans avec un tuyau qui descend au fond. Comme ça le gaz qui est là, il ne peut pas remonter par là, puisqu'il est en haut. Et ensuite, ici celui rentre au fond, et ici quand ça va monter, là le schéma n'est pas bon du tout. Enfin il n'est pas bon du tout. Le biogaz, il fait pression pour descendre ça, et en fait ça fait remonter ça, et ça déborde, et là ils récupèrent leur matière digérée. Ça vaut ce que ça vaut. Ils font tous ça en Inde, c'est des digesteurs tout faits. Mais là je vois qu'au-dessus ils ont mis des petites plantes comme si ça faisait le même truc dont on parlait tout à l'heure avec le tunnel à galets, comme si ça réchauffait, alors que ça c'est pas le cas. Non, ça c'est juste que je pense qu'ils montrent qu'il y a l'engrais, petite flèche, et ça nourrit les plantes. Ah ok. Ah oui, il y a une surface agricole. Ouais, là en l'occurrence on n'en parle pas trop parce que c'est enterré, mais... Donc ça c'est le bouquin qui a été réédité, donc maintenant il est moche, et comme ça je préférais avant. Donc là je vous ai fait juste pour décomplexer un peu qu'est-ce que c'est qu'une cuve à biogaz. Je vous ai montré comment j'ai fabriqué ma cuve à biogaz en fait. J'ai fait un trou avec un tractopelle, blam, assez simplement. J'ai fait venir une toupie parce que je suis une grosse feignasse et ça coûte pas tellement moins cher d'acheter du béton dans une toupie plutôt que de le faire à la bétonnière. On a coulé une dalle au fond, donc c'est ferraillé quand même pour pas que ça bouge comme ça parce qu'il y a quand même 50 ou 60 tonnes au-dessus de la tête. Ensuite, comme une baraque, c'est des moellons, tout pareil. Monter des moellons avec des ferraillages pour pas que les murs s'écartent. En gros, un maçon, d'ailleurs le gars qui est au fond de la cuve là, c'est un maçon. C'est un copain qui m'a donné un coup de main et qui a l'habitude de ça et qui m'a montré comment faire pour monter les moellons. Moi j'ai jamais fait de moellons. Donc on monte des moellons, ça c'est une bouffeuse, des bouffeurs qui montent les moellons. De la main d'œuvre pas chère. Je déconne. Donc voilà, globalement c'est comme une baraque ou comme une cuve à eau que quelqu'un construit au fond de sa cave. Voilà. Ensuite, on monte les moellons, reste la partie haute où il faut faire. En fait, c'est l'endroit le plus compliqué parce qu'il va falloir faire un joint pour pouvoir positionner. À l'époque, c'était une bâche en EPDM, donc des rails, des espèces de rails dans lesquels on mettra ensuite la bâche en EPDM avec au milieu un boudin qu'on gonflera pour avoir une étanchéité. Parce que je vous rappelle qu'il faut être hyper étanche. Peu importe, bon voilà, il y a un petit coffrage. On coule le béton avec le rail qui est déjà mis à l'intérieur en plastique, que j'ai acheté tout fait, coulé, et voilà. Et ensuite vous avez la cuve, là on va en noir les rails qui font le tour de chacune des deux cuves. Moi j'ai rajouté ça pour avoir une meilleure isolation l'hiver. Ouais voilà, c'est assez basique quand même. Et on a mis, là on voit pas, mais il y a un enduit d'étanchéité contre le béton parce que le béton n'est pas forcément étanche, donc j'ai mis un petit enduit sur le dernier mètre à peu près. Toc toc, une espèce d'enduit qui permet d'être étanche au gaz et donc à l'air. Dans l'autre sens. Et comme je suis con, et ben j'ai dit tiens, ils disent que ça marche pas de digérer du bois, des broyats de bois, donc j'ai mis des broyats de bois. Et ben non, ça marche pas. Donc, au bout de 3 mois, j'ai fait 3 fois rien de gaz, donc j'ai dit bon, je l'ai rouvert et ça n'avait pas bougé. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les bactéries méthanogènes ne dégradent pas la lignine. Ok, le bois c'est de la lignine. Et en fait, on peut le savoir parce que quand vous avez, il y a pas mal de baraques aux États-Unis ou même aux Pays-Bas qui sont montés sur des pilotis, en pilotis quoi, d'accord, qui sont dans l'eau et le bois qui est sous l'eau, il bouge pas. Hein. Éventuellement à la surface de l'eau, il peut se passer des choses, mais sous l'eau ça bouge pas. Il n'y a aucune dégradation sous l'eau, sachant que je vous l'ai dit tout à l'heure vite fait, mais ça c'est rempli aux 3 quarts d'eau.
D'accord, c'est pour surtout pour homogénéiser la matière à l'intérieur. Alors justement, là sur cette photo, donc là on voit l'intérieur des cuves. Donc là j'ai un système qui me permet de pomper l'eau qui est au fond et de la réarroser. Tout à l'heure je vous ai parlé dans la digestion continue. Il y a des moteurs qui mélangent dans les cuves. Ces moteurs, c'est des trucs gigantesques, qui consomment beaucoup d'énergie et qui cassent. Et quand ça casse, pareil, le mec dit « Ah, 1000 € par jour !» Donc du coup, là, j'ai fait un système hyper simple. J'ai juste une pompe pas très compliquée, une pompe qui me coûte 200 €, j'en sais rien, qui pompe l'eau au fond et qui remonte. Et mon mélange de cuves, il faut mélanger les cuves. D'une part, pour homogénéiser les bactéries, pour pas mettre aux bulles de gaz de remonter, parce que des fois, elles sont coincées sous un petit bout de bois ou je sais pas quoi. Donc en mélangeant l'eau, ça aide à décoincer le bazar. Donc c'est obligatoire le mélange normalement en biogaz. Quand vous faites ça dans des petits digesteurs bleus là, presque il faut faire comme ça, le secouer de temps en temps. Donc ça marche mieux. Donc ensuite on pose les bâches EPDM dessus. Donc comme je vous ai dit, donc c'est des bâches, c'est nul en fait, mais bon tout le monde faisait ça. Donc moi à l'époque déjà j'en avais beaucoup à réfléchir. Tout le monde fait ça, je vais faire ça comme un con. C'est un truc très humain. Si tout le monde le fait, c'est que c'est bien. En fait c'est pas très bien. Parce que le PDM, il y a plein de qualités de PDM et la plupart sont poreux, surtout quand ils sont gonflés comme ça. Quand le gaz gonfle, vous imaginez la matière s'écarte et les pores laissent passer une petite partie du méthane. Évidemment, c'est pas énorme, mais moi j'avais un petit peu de perte, je pense, par là. Et j'ai appris que oui, il y a des EPDM qui laissent beaucoup passer, d'autres moins, ça dépend. C'est un peu dégueulasse comme matière et surtout c'est hyper chiant à mettre et à enlever. Vous devez. Comme je vous ai dit, vous mettez votre bâche et là, vous voyez, il faut vous rentrer dans un truc qui est large comme ça, un truc assez épais. Vous devez le rentrer dedans, mettre un boudin, une chambre à air, comme une chambre à air de vélo, tout autour, et la gonfler pour faire l'étanchéité. C'est vraiment chiant. Ça se perce, bon, comme toutes les bâches, vous allez me dire. Et voilà. Et du coup, là où je veux en venir, c'est que grâce à l'incendie, puisque tout ça, ça a cramé, ainsi que le bâtiment qui est juste derrière, là, on va faire un nouveau système avec l'atelier paysan aussi. C'est moi qui anime le stage. On va faire un système avec des joints d'eau. C'est-à-dire que le mur qui est ici, là, on va le remonter un peu et on va faire un. Est-ce qu'on peut écrire? Vous voyez un truc qui ressemblerait les murs. En haut des murs, il y a ça qui fait 10 cm tout autour. Et ensuite, dessus, on mettra un couvercle rigide en métal, sur lequel on aura fixé une bâche en PVC, voilà, qui sera maintenue. Et après, en gros, ici, ce qui est prévu, c'est ici et par là, hop, on pourra accrocher le couvercle. Voyez, on a fait un système, on bossait déjà dessus, un couvercle, et je viens avec un tracteur, un tractopelle, je soulève le couvercle, je le pose à côté, je remplis et je remets. Et du coup, on se passe de pas mal de soucis. Il y en a un qui va y avoir, c'est comme il y a de l'eau, ça risque de geler. Donc il faut gérer ce problème-là. Ça se règle d'une part en isolant bien ça, parce que ça c'est chaud, en mettant de l'antigel, en faisant circuler l'eau, il y a plein de techniques possibles. Voilà. C'est bon ? Ici, je vous ai mis des applications du biogaz simple à faire. Ça, cette belle flamme là, c'est le four à pain que je vous ai montré tout à l'heure en métal. Quand j'ai trop de gaz, quand elle fait le pain, Sophie, je lui balance du gaz. Et voilà, ça évite de mettre du bois. C'est pas cher. Ça, c'est un frigo à gaz de camping, de caravane. Vous avez vu ces petits frigos qui marchent en 12 volts, en 220 volts et au gaz. J'ai modifié le brûleur ici avec mon propre gaz et du coup je fais du froid avec mon biogaz. Et là ça c'est une chambre froide derrière, enfin c'est une chambre froide. Il y a une chambre un peu plus froide qu'à l'extérieur. Ça c'est un poêle à bois. C'est un peu le bordel. Hein. C'est un poêle à bois, d'ailleurs vous voyez qu'il y a un tuyau autour et là je récupérais la chaleur avec un tuyau que j'avais rajouté autour. Et c'est démoniaque ça. Si vous avez un poêle à bois, vous mettez un tuyau en cuivre autour. Et on prenait en hiver, quand il faisait vraiment froid et qu'on devait chauffer, on avait trop d'eau chaude, on prenait des bains tous les soirs, obligatoire. Et si on prenait pas de bain, on versait l'eau dans la baignoire. Parce qu'on a plein d'eau, il y a une source, elle donne, on a trop d'énergie. C'est hyper bizarre, hein, ça peut être un peu
à l'inverse de ce que je viens de dire à propos d'économie, mais c'est pas une... L'eau elle est chaude, elle va partir dans mon bassin dans un bassin où j'ai des roseaux pour faire l'épuration. Un peu de chaleur en hiver, ça leur fera pas de mal. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ça chauffe super bien. Et ici, j'ai fait un trou en bas du poêle, et avec un petit tuyau de métal, quand même un petit peu long, pour pas que la chaleur remonte trop loin. Et je balance mon gaz directement dans le poêle, quand j'ai trop de gaz. J'en ai rarement trop en hiver, parce qu'il fait trop froid. Voilà, et puis ici, un groupe électrogène, tout bête, SDMO, le truc que vous trouvez dans les supermarchés de bricolage. Et j'ai, aux États-Unis, parce qu'en France on ne trouve pas, j'ai acheté un kit qui permet de passer au propane. Eux, ils aiment bien, fonctionne au gaz, et je pense qu'ils ont plus de gaz que nous. Donc, ils peuvent adapter un truc au propane sur leur truc. Et du coup, moi, j'ai adapté le truc au propane au biogaz. Voilà. Donc, il a fallu réduire la quantité d'air, il y a eu quelques petits bricolages à faire sur le truc, mais ça marche. Ça, pour l'histoire, ça c'est en 1946, c'est un tracteur qui roule au biogaz. Aujourd'hui, il n'y a pas de tracteur qui roule au biogaz. Pareil, c'était en Chine, je crois, pas sûr, mais je pense que c'est en Chine ou dans le biogaz, même pas compressé. Là, il est compressé dans les bouteilles, tic, il y avait 6 bouteilles. Là, il faisait un trajet à l'autre bout. Allez, vas-y, je te remplis ton sac de biogaz, et vas-y, tu fais le retour et à l'opposé, pof, ils remplissent et voilà. En Chine, ils sont bons en biogaz. Et du coup, avec ça, et avec, j'ai vu que ça existait, l'épuration, qu'on pouvait rouler en voiture, que ça coûtait au moins 500 000 €. Donc j'ai étudié comment ça marchait. Et du coup, j'ai pondu un épurateur qui... alors celui-là, là, qui est ici, donc en fait, il est en 2 photos parce que c'est une colonne qui fait 5 mètres de haut. Et comme j'ai pas l'appareil photo qui va bien, j'ai fait ça comme ça. Si vous voulez, on rentre dans les détails, mais le principe est simple, ça s'appelle une colonne de lavage à l'eau. Ça vous apprendrez peut-être ça un jour pour ceux qui sont dans les filières traitement des déchets ou je sais pas. Et en fait, c'est un lavage à l'eau, c'est que votre gaz, il arrive en bas, on va dire, de la colonne. Il y a de l'eau qui arrive en haut, c'est sous pression à l'intérieur. Il faut être croisé de l'eau et du gaz sous pression. Le CO2 qui est qui se dissout beaucoup plus facilement dans l'eau que le méthane, et ben lui se dissout, et votre méthane se dissout très peu ou pas, et vous, en haut, il ne ressort que du méthane. Moi, j'étais à 93 et quelques pourcents de méthane, ce qui est au-dessus de la norme de rouler en voiture avec. Donc là, c'est l'épurateur, et du coup, après, vous avez un gaz qui passe sous pression, et les voitures au gaz naturel, au GNV, c'est des réservoirs qui sont à 200 bars, donc il faut compresser. Ça, c'est un compresseur de plongée. C'est strictement interdit. Hein. En fait, c'est interdit parce que, je me suis renseigné aussi, non pas parce que c'est dangereux, c'est parce qu'en fait, il y a les compresseurs, comme il y a toujours un tout petit peu des résidus d'eau. Moi j'ai enlevé l'eau sur mon épurateur, mais il y a toujours un petit peu d'eau dans le gaz, Et du coup, s'il y a de l'eau dans le gaz sur un compresseur, vous le tuez, votre compresseur. Donc les compresseurs, entre chaque étage, il y a souvent 3-4 étages, pour un qui promet qu'il compresse à 40 bars, de 40 à 100 bars, de 100 pour monter petit à petit. Il y a des décompresseurs qui permettent de virer l'eau à chaque fois. Voilà. Et en fait, c'est automatique ou pas, mais en gros, chaque fois que vous ouvrez, il y a du méthane qui sort, du gaz qui sort avec l'eau. Et dans un monde industriel, c'est strictement interdit de balancer du méthane dans l'air. Mais là, c'est 3 cm3, quoi, c'est rien. C'est rien, mais sauf que c'est interdit dans le monde industriel. Voilà, je sais pas comment dire. Bon, donc là, il n'y a pas de souci là-dessus. Et ensuite, donc, j'ai acheté avec beaucoup de galères, parce que j'étais le seul à acheter ce genre de truc, un pistolet pour pouvoir remplir ma voiture, un pistolet aux normes de remplissage pour remplir la voiture. Et avec ça, je roule avec de la merde. Et du coup, comme ça allait bien, j'ai construit un nouvel épurateur qui a brûlé comme le précédent, mais c'est tout dans la tête. Et celui-là est plus petit, moins cher. Alors le premier il coûtait 1500, celui-là il coûte 800. Voilà. Et parce que j'utilisais principalement des tubes beaucoup plus fins. Là il y a 3 colonnes parce que j'avais du méthane qui partait un petit peu avec l'eau en bas. Et en fait, en faisant 3, c'est-à-dire que l'eau et le méthane vont 3 fois moins vite. Et ça permet au méthane de se désorber de l'eau, on dit. Et en fait, il remonte comme ça. Si ça va trop vite, il n'a pas le temps, il est emmené par l'eau, il n'arrive pas à remonter. Donc vous imaginez un petit molécule de méthane. Donc si ça va 3 fois moins vite, il arrive un peu mieux. Là, vous avez l'ancienne colonne qui est beaucoup plus grosse.
C'était du 100 et quelques, et celui-là c'est du 63. C'est très classique, tout le monde met ça dans... Voilà. Bon, et je rentre pas non plus... Qu'est-ce qu'il y a après? Ouais, c'est bon, c'est fini. Je rentre pas dans les détails, il y a une soupape de décharge qui permet de conserver 7 barres dans la colonne. Ça, c'est un système d'amélioration, c'est un arrière de frigo. Ça me permet de refroidir le gaz qui sort et donc d'enlever l'eau, de faire condenser l'eau qui est dedans, et donc voilà, c'est comment on appelle ça? Pardon? Un condenseur? Ouais, un condenseur, c'est ça. Ouais. Et attends, juste avant que j'oublie, et l'H2S, il est enlevé par cette colonne, mais moi de toute façon je l'enlève systématiquement avec une colonne qui est hyper simple. C'est une colonne qui fait 2 mètres de haut en PVC avec un tuyau de 10 cm, le truc de plomberie classique, il n'y a pas de pression, il n'y a rien. Vous faites rentrer votre gaz en bas, vous faites ressortir en haut, et dedans, vous bourrez de copeaux d'acier et de copeaux de bois. Ça s'appelle Iron Sponge, pour les mecs qui ont inventé ça. Et en fait, il y a une réaction, et du copeau rouillé, du copeau de métal rouillé, on va se faire rouiller, donc il faut faire rouiller avant. Et il y a une réaction qui se passe entre l'H2S et le métal, et ce qui fait que vous avez le H2S se transforme en soufre. C'est pas comment on dit quand c'est liquide, entre liquide et solide, là il y a un nom. Comment tu dis? Bon, enfin bref, il reste dans la boîte. Il reste dans la boîte, même voire il retourne éventuellement s'il y en a trop dans le truc. Mais en fait, il y a une réaction qui se fait là-dedans et régulièrement. Alors moi je ne le fais pas parce que j'ai très peu de H2S dans mon système, mais normalement il faut l'ouvrir, le mettre à l'extérieur et ça fait une réaction exothermique hyper puissante, ça peut brûler, donc il faut faire vachement gaffe à l'air et vous pouvez régénérer vos copeaux d'acier comme ça. Sachant que ça coûte rien, c'est un déchet le copeau d'acier, mais bon, ça évite d'aller en chercher chez un tourneur, machin. Donc c'était pour l'H2S, quelqu'un m'avait posé la question, et la question. Juste, là, vous avez montré que dans la voiture, vous mettez du biogaz, mais vous avez modifié, c'est une voiture spéciale qui accepte du biogaz ou c'est un moteur normal? C'est un moteur, en fait, c'est une voiture qui roule au gaz naturel, au GNV. Il y a une station à Grenoble, à Lyon, je ne suis même pas sûr qu'on est à Lyon, peut-être si. Il y a 40 stations en France, c'est pour ça que c'est pas du tout développé en France. Mais en Allemagne, en Italie, il n'y a que ça. Ils appellent ça Erdgas en Allemagne, en Italie, ils appellent ça méthano. Et vous pouvez faire combien de kilomètres? Parce que vous pouvez pas forcément partir super loin s'il n'y a pas d'exploitation. Alors, avec cette voie, la mienne, là, on peut faire 500 bornes avec mon gaz, et après j'ai 10 litres d'essence en sécu. Une fois, je suis allé en Espagne et j'ai pas trouvé. Je marchais pas à la station à Barcelone. Oh putain, la galère. C'était le flip parce qu'en fait, tu dois t'arrêter tous les 70-80 bornes après pour faire un plein. Tu roules qu'avec de l'essence. Un peu flippant. Donc c'est pour ça qu'en France, c'est pas du tout développé. Est-ce qu'il y a des jours où vous n'avez pas quand même plein de choses partout sur le site, donc il y a forcément des galères tous les jours? Donc tous les jours il y a un problème ou il y a des jours il y a pas de problème? Ah non, il n'y aura pas de problème quand même. Non mais c'est un boulot quoi, après ouais, enfin moi j'ai pas passé un travail parce que moi c'est une passion donc mais ouais, un jour tu plantes des légumes, le lendemain. Non mais je parle pas forcément de ça, mais juste par exemple il y a un tuyau qui pète ou il y a un tuyau qui lâche, des choses comme ça. Non, ça arrive pas du tout tous les jours, non, je sais même pas. C'est quand même plein d'infrastructures qui sont pas forcément. J'aurais pas de dire le taux de panne par jour, mais en tout cas, le seul truc, c'est que c'est moi qui l'ai fait. Oui. Je sais le réparer, j'ai les pièces pour le réparer, et c'est fait, dès que je le vois, c'est fait. Okay. T'as pas de perte de temps. Ouais. C'est peut-être indiscret, mais comment vous avez fait pour financer tout ça après l'incendie? Ah, après l'incendie. Et ben, vous arrivez à mettre suffisamment de côté pour. Alors en plus, tu sais même pas, mais j'étais pas assuré. Donc là, la question se pose vraiment. Du coup, en fait, nous on avait de l'argent de côté parce qu'en fait, comme voilà, vous savez que j'ai failli pas venir ici parce que je ne gagne pas assez d'argent. Oui. Je suis sûr. C'est-à-dire parce qu'en fait, il y a des règles à l'INSA, on ne peut pas venir faire une vacation comme je fais là, si on ne gagne pas assez, plus que 9 000 euros par an, c'est ça? 9 000 euros par an sur les 3 dernières années. Voilà. Et moi, sur mon relevé des impôts, il y a marqué 3 000 euros, je crois. Je dois être à 3 000 euros. Mais, parce que, je sais pas exactement pourquoi, mais le monde agricole, c'est comme, enfin, dans le monde agricole, c'est comme ça. C'est que moi, j'ai tant d'hectares de terre, j'ai tant de bêtes ou je sais pas quoi, hop, et ben tu gagnes 3 500 euros, c'est ton salaire de référence. C'est comme ça. Du coup, moi à chaque fois, les impôts, ils me donnent des sous à la fin de l'année, c'est cool. Et en fait, par contre, l'INSA, ils disent, ouais, mais vous gagnez rien. Mais t'es pas fou, quoi, viens chez moi, viens voir. Et en l'occurrence, donc on mettait de l'argent de côté. C'est pour ça que, pour répondre à la question, parce qu'on avait prévu d'acheter un terrain, parce qu'on a très peu de terre,
et on fait pas nos foins. Donc au niveau autonomie, ça la fout mal. Donc on avait prévu d'acheter, il y a un mec qui va arrêter bientôt là, et il était d'accord de nous vendre ses terres, donc on avait économisé pour là-dessus. Après, on a pas mal d'amis qui nous ont filé un peu de sous aussi, voilà. Et puis la famille qui nous a aidé aussi. Mais tu sais, c'est pas tant de sous que ça. Alors, et surtout, c'est qu'on s'est fait baiser par. Tu sais, les paysans, ils construisent jamais un seul bâtiment sans avoir des aides. Ça n'existe pas, hein, le paysan qui construit sans aide. D'ailleurs, ça n'existe pas un paysan qui achète sans aide, tout court. C'est con, hein, mais c'est comme ça. Et donc là, nous, on était pressés par le temps, on s'est fait un peu lourder sur des trucs. Et on a fait une demande au leader, c'est un projet européen, machin, parce que tout le monde a dit ah ouais, c'est votre truc, c'est un peu spécial, machin. Et en fait, ça marchait pas pour l'agricole. Donc en fait, on n'a pas pu avoir d'aide du tout. Alors il se trouve que maintenant, peut-être que le leader, on pourra avoir des aides sur le biogaz, par exemple. Sur le réacteur Jean-Pain, sur le biogaz, peut-être. Mais c'est un projet à 60 000 €, quand même, tout ça. Donc c'est pas non plus si cher que ça. Ça fait une petite somme, mais quand tu as économisé, en gros, c'est bon, on a bouclé. Et après, nous, on gagne des sous, quoi. Chaque année, nous, on a 20 000 € d'aide agricole. Ce qui n'est pas beaucoup quand vous regardez ce que gagnent certains. Même des petits paysans, il y en a qui sont dans mon village, ils gagnent 100 000 €. Et en plus, ils vendent encore toute leur gamme. Alors bref. C'est comme ça, j'en profite pour l'instant. Et au début, j'ai refusé les aides parce que je trouve ça lamentable le système. Mais en fait, c'est être complètement débile de refuser les aides alors que tout le monde les accepte. Et vous êtes comme un con à trimer et à pas prendre vos 20 000 balles, quoi. Et du coup, vous allez faire comment le jour où vous pourrez travailler pour soutenir tout ça? Quoi, je suis vieux, tu veux dire? Non, mais arrivera un moment où oui, vous serez vieux. J'ai pris une femme jeune. Et j'ai fait des enfants. Non, mais tu sais, si y a plus de biogaz, parce que moi c'est ma passion, Sophie elle s'en fout, enfin toi c'est pas ma copine, c'est pas son trip, et ben il y a plus de biogaz et puis on n'en parle plus. Il y a plus de réacteurs, on n'en parle plus, il y a plus de réacteurs. Elle compte bien faire ses légumes, faire son pain. Si moi je peux plus rien faire. Moi je trouve, enfin, je sais pas, c'est comme tout en fait. Enfin, j'arrive pas trop à voir ta question parce que tout le monde est à la retraite un jour, tout le monde arrête. Ouais, un non, jour. mais ce que je veux dire, c'est principalement à la retraite, on a de l'argent. Et oui, il y a à la retraite on a de l'argent. Moi j'aurais de l'argent aussi. Et la preuve, pendant 10 ans, j'ai réussi à économiser pendant 50 000 €. Ouais, ok, d'accord. C'est quand même conséquent. Enfin, je veux dire, il y a des mecs qui économisent beaucoup plus, mais le pauvre gars qui gagne le SMIC et qui a un loyer, je te garantis, il économise peanuts. Hein. Ok, non, c'est pour savoir. Même vous, ingénieur, vous n'avez pas économisé tant que ça non plus. Hein. Alors, il faut bien trouver une bonne place, quoi. Si, pas au début, après, pas la première année. Ouais. L'énergétique, il y a quand même un travail derrière. Bah oui. Et comment vous ferez dans le futur par rapport à ça, s'il y a tout le travail que vous pourriez potentiellement plus faire, qui doit être fait pour que vous soyez autonome? Bah, ça dépend. Ça dépend si moi je suis à la retraite et que je suis mort ou à la retraite. Le suivant il fera comme il veut. C'est une ferme, hein. Elle n'a pas besoin de. Mais du coup, ça veut dire que vous allez déménager à un moment ou à un autre et du coup c'est. Ah, je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr parce qu'en fait c'est une vie, c'est pas un métier. Les gens ils vont, tu vois, c'est. C'est ça, je comprends. Mais c'est la transition en fait. C'est compliqué. Bah, c'est comme tout le monde en fait, j'ai envie de dire, j'aurai une retraite, j'irai chercher mon essence à la station-service s'il faut, tu vois, c'est. Après, tant que je pourrai, parce que je lâcherai pas, mais c'est marrant comme question. Mais j'arrive pas trop à voir par rapport à quelqu'un d'autre, parce qu'en fait, je cotisais à la retraite, et surtout, c'est que j'ai. On a des gamins aussi. Et tu vois, on fait nos conserves, des trucs comme ça. Les gamins, ils sauront faire les conserves aussi. Du coup, et un jour, ils vont se barrer, les gamins, c'est sûr. Et le jour où il n'y a plus de gamins, où il n'y a plus personne, ben, j'en sais rien, je serais comme tout le monde. J'aurais ma retraite et j'aurais pas de loyer déjà. J'aurais déjà un bâtiment. Voire, il est tellement grand que je pourrais même peut-être le louer à quelqu'un pour la partie que j'utilise pas. Je sais pas. Non, mais je t'explique un truc. Paysan, c'est la gage de malade. Pour celui qui sait, qui sait gérer son truc et pas se faire banane par les gros tracteurs et les machins. Mais nous, on vit trop bien. On mange super bien, on a de la viande, on n'en mange jamais, mais on en a à volonté si on en veut. On finit par devenir végétarien, je sais pas pourquoi. Mais on a des canards, on sait pas quoi en foutre, on a des agneaux, on a tout, on a vraiment beaucoup de choses à manger. On avait un super habitat, on aura de nouveau un super habitat. Peut-être un jour vous passerez par là-bas.
vous allez voir, en hiver, on aura une qualité de vie de malade en fait. C'est, j'arrive pas trop à voir si tu prends un employé, un prof de la fac par exemple, d'ici de l'ISA, comparé. C'est quoi au niveau de la qualité de vie, c'est au niveau de l'autonomie totale en fait. Mais peut-être qu'on sera plus en autonomie totale. C'était Ah ouais, mais c'est sûr qu'au bout d'un moment, si personne ne prend le flambeau, on ne le sera plus. Mais c'est pas grave, parce que moi l'idée c'est pas c'est aussi de diffuser ce que je fais. Donc là il y a ce bouquin, et là je suis en train de faire un bouquin sur l'autonomie énergétique et alimentaire, où il y aura tout dessus, mais qui sera que en 2020, et qui sortira en 2020, et voilà, je diffuse. Je diffuse avec l'atelier paysan, je fais des formations biogaz, électronique libre appliquée au monde agricole. Je forme des paysans à l'électronique, ils n'ont jamais fait d'électronique et ils arrivent à faire des projets grâce à Arduino, peut-être que vous connaissez ça. Et voilà, on fait des... Moi je travaille avec la diffusion, j'ai pas super envie de devenir qu'il y ait des millions de gens qui débarquent en bus chez moi par contre, ça me saoule. Mais de temps en temps on fait des journées portes ouvertes, des machins comme ça. Mais donc voilà, diffusion, et puis d'ici quand je meurs, ici il n'y a plus, pas grave, il y a des bouquins. Ouais. Alors comment ça s'est passé le début de ton projet? Ça a soudainement changé de ton ancienne vie à celle-là? Ça s'est passé en transition, j'étais dans une boîte d'électronique, je bossais comme ingénieur, et j'étais un peu électron libre de la boîte, je faisais un peu ce que je voulais, donc c'était cool, moi ça me plaisait en fait, j'étais bien, hein. Mais je faisais du parapente aussi, j'étais dans mon bureau, je voyais les mecs qui volent au-dessus, et je disais à mon chef, putain mais regarde, je pourrais aller faire des vraies... Non mais c'est pas grave, tu poses un jour et tu sors, sauf que quand tu poses un jour dans une boîte, tu poses la veille, machin, ou t'as des réunions, t'as des machins, et en fait t'es comme ça en fait, tu peux pas... Théoriquement je peux, mais en fait tu peux pas. Enfin, tu peux la veille, sauf que la veille j'ai peut-être pas forcément envie de faire des parapentes ou faire autre chose. Donc un jour j'ai écrit une belle lettre de démission et c'était cool, on s'est bien passé, et même j'ai continué de bosser pour eux après parce que je me suis mis à mon compte pour bosser quand je voulais. Moi je me suis mis à mon compte pendant peut-être pas 10 ans, 8-10 ans, je sais plus. Et j'ai fait... j'ai zoné un peu. Hein. En fait, j'ai pas zoné au début parce que j'ai bien gagné au début parce que dans cette boîte-là, j'avais fabriqué un système qui permettait de suivre et d'aider au dépannage. C'est une boîte qui fabriquait des cartes électroniques. Donc il y avait il y avait 6 chaînes de production qui crachaient des cartes toutes les 2 secondes là. Il y a des gens qui réparaient les cartes parce qu'évidemment les chaînes elles faisaient des erreurs ou les composants étaient cassés ou je sais pas quoi. Du coup j'ai fait tout un énorme truc, c'est un truc qui vaut une fortune normalement sur la chaîne. Et quand je suis parti de la boîte, je leur ai dit est-ce que je peux récupérer mon petit boulot, parce que c'est moi qui l'ai fait, on m'a jamais rien demandé, c'est moi, hein. Donc il n'y a pas de problème. Et en plus je suis revenu faire la maintenance de mon logiciel dans cette boîte-là. Et il s'est trouvé qu'un mec de cette boîte-là est parti, a changé de boîte, il était à Ascom, c'est une boîte connue, hein, Ascom Monetel. Et il m'a appelé, il m'a dit ton logiciel, t'as pas envie de nous le vendre, on en cherche un. Et trop bien quoi. Et ce mec-là, il m'a vachement appuyé parce qu'un mec seul qui fait de la maintenance sur un logiciel qui vérifie, enfin, qui contrôle toute une production de cartes électroniques, si je suis pas là, c'est mort quoi. Enfin, c'est un engagement quand même pour une boîte. Donc ils ont accepté. Je dû leur vendre 50 000 € de logiciel. Et après j'avais 10 000 € de maintenance par an. Donc, et je faisais rien. Ça se passait bien. Donc j'avais toutes les années 10 000 € qui tombaient. Et après je faisais des petits boulots à côté. J'ai bossé dans les écoles, je faisais des animations dans les écoles. J'avais des courses à poussins. Je faisais faire des poussins aux gamins dans les écoles. Voilà, j'ai construit des maquettes, des machins. Donc voilà, c'est fait comme ça petit. Et un jour, Ascom Monetel, ils sont partis en Chine. Donc ils m'ont dit ciao. Donc là, j'ai plus les sous, et là, ça a commencé à dire... Et j'habitais à la campagne, j'avais déjà 2 ânes, des poules, des machins en même temps. Et en fait, il y a un copain, un jour, il m'a filé un bouquin qui s'appelle Les méthodes Jean-Pain. En fait, Jean-Pain, il faisait tout ce que je fais, en fait, plus ou moins. À plus petite échelle, peut-être. Et il m'a dit, mais t'es con, regarde, t'es à moitié paysan, pourquoi tu ne deviens pas complètement paysan? Je lui ai dit, oh, putain, mais être autonome en énergie, si vous n'êtes pas paysan, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le terrain. Et si vous avez le terrain, vous ne pourrez rien faire dessus, parce que quand tu n'es pas paysan, les mecs ils te refusent tout. La parabole solaire, ou des serres, vous voulez mettre une serre et pas paysan, vous n'avez pas le droit. À moins de magouiller, de connaître le maire, ou je sais pas quoi. Aux paysans, on a vachement plus de possibilités. Et puis autonomie énergétique et alimentaire, forcément il faut de la surface pour produire. Tu ne vas pas produire 50 mètres de blé coupé à la main, faire ton pain, machin. C'est tellement plus facile de faire 2 hectares de blé, d'avoir un moulin et de faire venir une moissonneuse. Bah, voilà quoi, du coup, bah, voilà, le passage il s'est fait comme ça, presque en douceur. Et puis il y a même une boîte pendant que depuis 2 ans j'étais paysan qui m'a dit oh, vous rachetez le logiciel que j'avais fait à 50 000 balles encore. Et là je leur ai dit non, c'était du stress quand même un peu, parce que si ça marche pas, voilà, il fallait gérer ça.
Et voilà. Une idée de la cause de l'incendie. Genre, est-ce que c'est... Ouais, c'est une batterie lithium phosphate, censée être ne jamais brûler, ne jamais exploser. China, du coup. Ben, elles sont toutes les cellules sont faites en China, et ce qui n'est pas fait en China, c'est les BMS, les Battery Monitoring System, c'est les trucs qui surveillent ta batterie et qui vérifient que ça se passe bien. Et je pense qu'il y en avait un qui était mort dedans. Donc justement, ça amène à la question, l'autonomie énergétique c'est bien, mais il y a une grosse dépendance matérielle, où quand il y a un tuyau qui pète, enfin tu dis que tu as un stock de pièces, mais enfin, c'est pas toi qui les fais non plus. Mais toute la vie elle est comme ça en fait. Ouais, oui. Toi tu t'habilles, on est tous extrêmement dépendants. Et du coup en fait il y a une limite, c'est que moi je suis capable de fabriquer, et pas un tuyau en PVC, mais je suis capable de l'utiliser et de faire des choses avec. Mais même le métal, en fait les trucs de base, un paysan à l'époque, si, il faut être forgeron et le métal, même le métal, où est-ce qu'il trouve du métal? Je veux dire, au bout d'un moment, il faut se fixer un truc parce que tu fais plus rien. Et c'était l'atelier paysan dans lequel c'était un gros débat de dire est-ce que je vais faire des formations à l'électronique libre, alors qu'on est archi contre les drones, tous les machins qui polluent l'agriculture et qui niquent les paysans jusque-là. Et en fait, c'est une question, mais attends, on va faire ce sur quoi on est contre. Et en fait, moi j'ai dit non, mais non, si le mec qui fait un drone, qu'il s'achète une carte Arduino, qu'il achète un petit moteur, un machin, qu'il fait avec son drone, à la fois, pourquoi pas? Ça prendra beaucoup de temps, mais pourquoi pas? Mais tu restes maître de ton outil. Tu es capable de le maintenir, tu t'endettes pas, parce que tu sais, les suicides chez les paysans, c'est il y a de la solitude et des trucs comme ça, mais surtout il y a aussi de l'endettement, du stress, de la dette. Quand tu n'es pas endetté, moi je suis zen, et j'ai eu l'incendie, le jour de l'incendie, je faisais des blagues sur l'incendie. Alors je savais que je n'étais pas assuré. Et bon bref, en tout cas, voilà, c'est la dernière diapo. On peut finir les questions, juste si vous pouvez aller sur internet, vous trouvez ce genre de truc, si vous voulez faire ça chez vous avec un tonneau bleu, une chambre à air, là c'est une petite soupape, vous trouvez, et voilà, vous faites votre gaz dans votre cuisine, si ça vous amuse. Voilà. Et je sais pas quelle heure il est, mais on peut continuer, il y a encore quelques minutes si vous voulez des questions. Voilà. Ouais. Et pourquoi est-ce qu'alors les paysans sont endettés et dire que si... Eh ben, parce que en fait, on est poussé à ça, parce qu'en fait, plus tu t'agrandis, en fait, quand tu as une terre qui se libère à côté, en fait, souvent, tu as énormément d'aide sur les terres. Donc en fait, sans rien faire, tu touches, car moi je touche 20 000 balles, mais je touche pas 20 000 balles avec le travail, je touche 20 000 balles parce que j'ai cette surface de terre, mon système est comme ça. Si avant je les prenais pas les 20 000 balles, pourtant je bossais, enfin, tu vois, donc déjà tu as beaucoup d'aide. Donc si tu t'agrandis, tu touches beaucoup plus d'aide, mais tu te dis, j'ai pas tellement plus de boulot, parce qu'en fait tu vas acheter un plus gros tracteur, et ça ne prendra pas tellement plus de temps, à peine plus, mais toi si tu coupes 3 mètres de foin, au lieu d'en couper 3, t'en coupes 6, avec ton plus gros tracteur et tes plus grosses rocheuses. Ça ne prend pas tellement plus de temps, surtout si c'est sur du plat. Chez nous c'est un peu différent parce qu'on est comme ça, mais du coup les mecs, la tracteur il faut l'acheter, mais ils s'en foutent, ils se disent ouais de toute façon machin, et en fait ils l'achètent, mais une journée où il n'y a pas de foin, une journée où il n'y a pas de céréales, il se prend un petit coup, son tracteur qui tombe en panne, blablabla, et en fait ils s'endettent, ils sont archi à mort endettés, surtout qu'on a souvent des prêts à taux zéro, donc ils ont l'impression de faire des économies en plus. Et en plus, on leur dit, si vous ne gagnez pas trop d'argent, vous ne payez pas d'impôts. Donc les mecs, ils dépensent pour être, quand ils sont au réel, tu vois, au régime réel d'imposition. Si ils ont acheté plein de trucs, ils ne payent pas d'impôts parce qu'ils n'ont pas d'argent pour eux. Tu vois le truc, ils gagnent 10 000 € pour eux, mais ils en ont gagné peut-être 200 000 en chiffre d'affaires. Donc, et en dépenses, ils dépensent tout, et au final, j'ai gagné que 10 000 €. Mais le mec, il a des tracteurs monstrueux, et voilà. Mais je sais pas, hein, c'est des trucs. L'agriculture, ça fait tourner, ça fait peut-être tourner l'économie aussi pas mal. En tout cas, c'est débile, mais nous, tout petits agriculteurs, enfin il y a pas petit nous encore, mais on gagne, je pense, autant qu'un mec qui est énorme, qui est pas n'importe qui, mais il y a des mecs les mecs qui font du lait, ils travaillent, mais ils vendent leur lait en plus de tout le reste, mais bon, ils se font chier. Les céréaliers, ils gagnent pas mal quand même, parce que les céréaliers, ils bossent 3 mois par an et terminent après. Si vous regardez bien, ils sèment, ils labourent, ils sèment, ils mettent des cochonneries, des pesticides, ils moissonnent et ils vendent à la COP. Donc la COP avec une grosse gamelle, une grosse remorque, et la moissonneuse elle balance dedans et terminé. C'est 3 mois de boulot.
Et ils gagnent vraiment bien leur vie, surtout s'ils ont des hectares. Ça dépend des années après. Et ça dépend des années. Accident, enfin, Il y a des années qui gagnent moins que d'autres, mais globalement, même rien qu'avec les aides, déjà, ça gagne pas mal. Et après, il y en a, ils gagnent pas trop parce qu'ils ont merdé sur leurs investissements aussi. Il y en a, ils sont agrandis comme des malades, et c'est ceux-là qui sont en difficulté aussi. Ils ont pas géré des trucs. Mais c'est pas de leur faute, hein. Des fois, ils sont mal conseillés, ils sont alcooliques, leur femme les a quittés, je sais pas, il y a 1000 trucs possibles. Un mec qui est bien dans sa tête et qui sait ce qu'il fait, et qui a fait une école d'ingé, donc qui a eu des cours, et qui sait. Et encore, je suis pas sûr qu'en école d'ingé, vous soyez plus malin que les autres. Ouais, enfin, j'ai eu l'impression, moi, je rencontre tellement de gens, j'ai tellement eu de copains ingé, et je vois, mais bien sûr qu'il y a des tronches, mais moi, je suis pas sûr qu'il y ait des gens plus intelligents en école d'ingé qu'en charpente, n'est-ce pas? C'est une reproduction sociale. Non, c'est tout, c'est que vous faites turbiner le cerveau, que vous avez des parents qui vous ont peut-être poussé, mais il y a tellement de... Ouais, je sais pas pourquoi je dis ça, ouais, parce que les paysans... Peut-être. Ouais. Pour le travaux pratiques là, travail pratique. On risque pas de s'intoxiquer du coup si on... Alors, donc effectivement, dans mon bouquin, j'explique un truc. Quand tu commences à sentir l'H2S, en gros, tu le sens régulièrement, l'H2S, parce que pas seulement toi ou des gens autour de toi qui larguent des caisses de temps en temps. Donc c'est ce odeur-là. Et quand tu la sens, tu sais qu'elle est là. Quand tu gardes le nez dessus et tu la sens plus, tu es en train de mourir. Mais ce que je veux dire, c'est que non, avec un petit truc comme ça, tu vas pas t'intoxiquer. Sachant que moi j'ai fait une découverte, plus ou moins, malgré moi, c'est que quand on fait de la digestion à basse température, normalement c'est 37 degrés, la température idéale, 37-38 degrés, comme notre corps, et ben ça produit à donf. Et les bactéries qui font la synthèse de l'H2S travaillent, à mon avis, à plus que 30 degrés. Parce que moi, quand je suis à 20, j'ai très peu, j'ai rien en ppm, et quand je suis à 15, ça m'est arrivé l'hiver, j'ai 0 ppm. Il n'y a rien, pas une seule bactérie. Donc vous, j'imagine que vous n'serez peut-être pas à 37 degrés, donc je pense que vous n'aurez même pas d'H2S, ou quasiment rien. Et donc tu peux le respirer en toute sérénité. De toute façon, si tu le respires, c'est que tu l'as pas brûlé, donc c'est pas top. Et sachant que ici, là, moi je te conseille de mettre un truc qui s'appelle Iron Sponge, là, ce que j'expliquais, avec les copeaux de métal, tu fais ça, t'en fais un tout petit, quoi, et puis t'es tranquille. Et il durera toute la vie. En plus, ça évite les retours de ferme, a priori, non? Ouais, éventuellement, ce que j'avais dit, ouais, quand je vois ça, normalement, il y a des gens, ils mettent un petit... de la paille de fer dans le tuyau pour éviter que... Ouais. En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait une dépression là-dedans. Parce qu'on est en surpression, on est d'accord? Production de gaz. Il faudrait qu'il y ait une dépression pour qu'il y ait un retour de flamme. Peu probable. C'est peu probable, ouais. Moi, j'ai jamais mis ça parce que je me suis toujours dit... même s'il y a une dépression, il faudrait que la flamme s'entraîne, que l'air soit tiré, que tu arrives au taux d'explosion. C'est peu probable aussi. En fait, il y a plein de gens qui pensent que c'est le biogaz qui nous a foutu le feu à la ferme. Et le biogaz, c'est le seul truc qui est encore en vie sur la ferme quasiment. Il y a encore les murs, quoi. Voilà, tout le reste a disparu. Et en fait, c'est vachement safe. Il y a pas le danger. Pour moi, le seul danger, c'est la colonne d'épuration. Elle est en PVC. Il y a 7 barres dedans, le PVC tient 10 barres, il est donné pour 10 barres donc il tient beaucoup plus, mais je suis à 7 barres et je me dis, ah putain, si le PVC voit trop la lumière, il s'affaiblit, il peut exploser un jour. Il y a 7 barres, bon, il y a beaucoup d'eau dedans, mais il y a quand même de l'air, et quand il y a 7 barres d'air qui explosent, ça fait mal. 7 barres d'eau, ça fait rien, parce qu'il n'y a pas de compression avec l'eau. Mais enfin, le danger, pour moi, il serait là, donc moi, c'est enfermé dans une boîte, c'est tout, mais sinon... je sais pas, est-ce qu'on voulait qu'on revienne sur des trucs? Du coup, je me suis hâté, mais... Ouais. Votre maison, elle a brûlé aussi avec? Ouais, bah, c'était comme là, c'était en un seul bloc, plus ou moins, l'ensemble. Ouais. C'était la nuit, parce qu'il y avait quand même... Non, c'était à midi. Ah ouais. Bah, d'un coup, ça a mis... Ouais, ça allait très vite, parce qu'il y avait du foin. Les pompiers, ils s'étaient mis assez loin, ils ont fondu des pièces de leur camion. Parce qu'un incendie d'une ferme avec du foin, ça chauffe, mais un truc de malade, quoi. Ouais. Et tu étais là quand ça a brûlé? Ben, moi, je suis arrivé au moment où les premières flammes sortaient, mais il y avait des bouffeurs qui étaient là, d'ailleurs, ils s'en sur un canard.
Le canard, il a bien chauffé. Et en fait, ils ont vu que la batterie qui était à l'étage, elle faisait des bruits avec des petites explosions. Donc, il m'a dit c'est normal. J'ai dit non, c'est pas normal. Vas-y, prends de l'eau au cas où, tu regardes, tu balanceras de l'eau dessus. Et en fait, et puis je lui ai dit appelle les pompiers au cas où aussi. Donc elle est sortie, elle a appelé les pompiers, ramené de l'eau. Quand elle est revenue, ça fumait, elle ne pouvait même plus rentrer dans la baraque. Et en fait, c'est trop tard. C'est comme ça. Du coup, maintenant, les batteries, tout le système, j'ai fait un système, je l'ai enterré. Parce que c'est toujours pareil. Les batteries, vous savez, il ne faut pas qu'elles soient dans un milieu trop froid, sinon ça ne marche pas. Les batteries, elles aiment bien, surtout les lithium, c'est encore pire. Et du coup, où mettre les batteries si vous ne les mettez pas chez vous? Si vous n'avez pas d'endroit à chauffer, et moi en site isolé, il n'y a pas d'endroit à chauffer forcément. Où est-ce qu'on met des batteries à votre avis? Ouais, sous la terre, ouais. Ouais, parce que sous la terre, on a une inertie thermique, on est hors gel en tout cas, au moins pour le gel. Voire, si on est bien isolé et sous la terre, on a potentiellement le système électrique, parce qu'il y a un onduleur qui n'a pas un rendement de 100%. Les quelques pourcents de non-rendement, c'est de la chaleur, quelque part, on peut dire. Et donc il chauffe l'enceinte et du coup ça chauffe un petit peu dedans. Ouais. Vous avez entendu parler du stockage d'énergie par air comprimé? Ouais, mais c'est intéressant à condition de ne pas savoir quoi faire ton énergie, comme j'ai parlé pour la turbine. C'est un rendement très très mauvais en fait. Hein, quand tu vas compresser ton truc, tu as un rendement, tu as déjà un moteur, et puis même le rendement de compression de l'air comprimé, c'est 20%, je sais pas. C'est encore pire qu'un moteur à explosion. Enfin, en fait, non, le moteur, c'est un moteur électrique, c'est mieux, mais ça, ce que j'avais vu, c'est que le rendement était plus grand que celui des batteries. Celui que les batteries que c'était à condition d'avoir des petites quantités d'air. Donc en fait, ce que j'avais vu, moi, c'est qu'il y avait plusieurs petites cellules d'air comprimées en série. Et parce que le problème du rendement de l'air comprimé, c'est quand on a des grosses pressions, ça chauffe beaucoup. Mais du coup, l'air comprimé avant que ça commence à chauffer. Mais ça chauffe dans le compresseur, pas dans le récipient, spécialement. C'est pour ça que je vous en parle, j'ai juste vu. Je sais pas, peut-être. Hein. J'avais regardé, mais moi j'avais eu l'impression que c'était pas très rentable. Comme ma turbine, c'est pas du tout rentable. Sauf que, comme je dis, je pourrais très bien faire le bruit, c'est de l'énergie qui est perdue de toute façon. Donc moi j'ai un relais. Quand les batteries sont pleines, le relais se met en marche. Et s'il y a un truc branché dessus, il se met en marche. Une machine à laver le linge ou ce que tu veux, quoi. Pour la serre en gel, j'avais vu rapidement un truc qui parlait d'enterrer en fait une partie, enfin de creuser le sol et de faire par exemple ton exploitation à 30 cm sous le niveau. Au moins, ouais, bien sûr. Et du coup, est-ce que tu avais étudié cette solution de faire un tunnel à galette? Alors, en fait, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais quelque part, je vais te montrer. Où est-ce que c'était? Il y avait bien le bâtiment. Je m'en veux plus. Dans le bâtiment que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai parlé de bidon d'eau. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu enterres, tu peux enterrer quand tu es dans la pente. Quand tu es à plat, c'est vachement compliqué. Parce qu'en fait, si tu enterres à plat, tu as ton mur qui va. Ou alors tu fais qu'un tout petit bout au milieu de ta serre. Et oui, là c'est possible au milieu de la serre, mais bon, tu vas faire beaucoup de place, mais pourquoi pas. Hein. Et en s'enterrant quand même pas mal. Le top, c'est d'être en pente et de t'incruster dans la pente, et là tu profites, t'es dans une grotte quelque part. Et moi, en fait, ce que je fais, c'est en mettant mes bidons d'eau contre le mur nord, je reconstitue plus ou moins cette espèce d'inertie que j'ai pas en étant hors sol, en fait. Voilà, et en plus, tu profites de ça dans la maison aussi, quoi. Dans la maison? Enfin, ouais, avec les bidons, là, c'était pour chauffer toute la partie serre, mais maison, etc. Non, en fait, ça chauffe pas vraiment, ouais, ça fait un maintien hors gel de la serre, mais pas de la maison. La maison, c'est une boîte de paille. Hein. Donc, elle est indépendante, elle est sous la serre, mais elle est indépendante thermiquement quelque part. Ouais. Ah, mais tu sais que du coup, parfois, tu avais genre de l'énergie de l'électricité en trop et tu absolument pas moyen de la renvoyer sur le réseau, donc pour tes voisins. Parce que je sais pas ça, t'as pas le droit, je crois. C'est pas que j'ai pas le droit, c'est que j'ai pas EDF qui arrive chez moi. Ouais, du coup, tu peux pas. Je peux pas revendre ni fournir. Il faut la stocker en fait, il faut arriver à la stocker et turbine, l'air comprimé. Qu'est-ce qu'il y avait comme stockage possible? Ça peut te permettre ponctuellement de faire des trucs que tu ne peux pas faire du tout toute l'année. Je sais pas si tu as un projet en tête et que tu te dis là il va me falloir pas mal d'énergie parce que... Ouais, non, parce que je passe en groupe électrogène. Si j'avais besoin de beaucoup d'énergie, on le faisait avec du biogaz, gèle de groupe, puis voilà. Parce que stocker...
En fait, maintenant j'ai trop d'énergie. Au début, j'ai commencé avec la parabole solaire. Et quand j'ai trouvé le biogaz, en fait, toutes les autres énergies. Genre avant, on faisait les stérilisations avec la parabole, dans la grosse marmite que je vous ai montrée. Et en fait, il faut mettre la parabole, il y a un moteur qui suit, alors j'ai motorisé pour que ça suive le soleil. S'il y a du vent, ça marche pas. Il faut aller à côté de la parabole, amener les bocaux, et vas-y, t'as le biogaz qui arrive à la maison, t'allumes ta truc et c'est terminé. Et du coup, qu'est-ce que tu comptes faire de tout ce système de parabole et de stérilisation? Bah, je m'en sers encore. Là, en fait, principalement, on chauffait la serre avec. Mais en vrai, on s'en sert vraiment pas beaucoup du tout. Okay. Il y a des l'UT, il y a un gars qui était venu faire des essais pour faire produire de la vapeur, pour faire une turbine à gaz. Mais peut-être le refiler à d'autres gens qui sont présents comme toi, le Ah. vendre. C'est compliqué parce que il y a 2 mètres cubes. Il y a 2 mètres cubes de béton pour parce que c'est parce que t'as vu, il faut que ça tienne 120 km/h devant pleine face. Du coup, c'est pas si simple à bouger. Ouais, j'imagine. Et c'est vrai que ça paraît très con de le voir sur un premier terrain et plus rien. Ça peut être secours. À la fois, c'est con et pas con. Cette ferme, elle est aussi cette ferme expérimentale qui montre quand même pas mal de solutions d'énergie alternative. Ouais, donc elle sert à ça. En fait. Elle sert à ça aussi, ouais. Pour la construction de la maison et de tout ça, l'installation électrique, tout ce qui est le réseau électrique, c'est toi qui as fait ou... C'est moi qui vais faire, ouais. Ouais. Je suis électronicien à la base. Mais ouais, il faut respecter certaines normes, ouais, bien sûr. Je sais pas si c'est ça que tu voulais dire. Il y a des adaptations à faire en particulier? Non, t'as juste à respecter, mettre ton coffret, les filets que tu les trimbales dans des gaines, des trucs, pas mettre contre du bois ou des surfaces inflammables, les prises, les machins comme ça. Voilà. Et du coup, la paille, des choses comme ça, c'est un peu mal. Ben, c'est... Ouais, mais tout brûle. Oui, je sais, mais même toi. Mais ce que je veux dire, tu te poses pas la question tous les jours de dire qu'un inflammable. En fait, on se pose la question pour la paille, parce qu'on dit que c'est plus inflammable qu'un autre truc. Mais en vrai, non. Si tu prends la même maison, imagine tu prends une maison, la maison paille que je vais faire, et une maison en métal, une en parpaing à côté, tu fais le même feu au milieu, je te garantis que la paille, elle sera debout, elle sera la dernière par terre, à condition que la paille soit recouverte d'enduit. Hein. On est d'accord? Et même sans enduit. Exemple, tu prends un bottin, ça existe encore les bottins télécom là, fous-le dans le feu, ça brûle pas. Ça brûle, ça met des jours et des jours et des jours. C'est pareil, la paille, il n'y a pas d'air, donc t'as pas de consommation. Ça se consume sur le dessus éventuellement un petit peu, mais ça avance vraiment très doucement. Est-ce que tu dois respecter des réglementations thermiques quand tu construis? Carrément, RT 2012. J'ai menti comme j'ai pu parce que en fait je suis à RT 2050 moi. Sauf que leur logiciel ils sont pas capables. Tu dis je mets un réacteur champagne pour me chauffer. Ah bon? Impossible. Tu peux pas. Bah, j'aurais dit que je mettais un poêle, j'aurais pas de poêle, j'aurais dit que j'aurais fait plaisir quoi. Et si un mec qui vient, il verra que je suis largement au-dessus. Moi je pense que ces gens-là, ils sont pas débiles. Et puis si jamais il me dit vous n'avez pas respecté, il va y avoir une enquête et il va y avoir que je suis... Oui, ils vont faire des calculs. J'ai fait faire les calculs, c'est ce qu'on dit ici. Ça permis, t'as un bureau d'études qui doit faire ta RT. Ils savent par internet, je veux le moins cher possible. Mais en vrai, tu pourrais faire un calcul d'un bilan énergétique de ta maison, ça pourrait se faire. Oui, tu pourrais faire, ouais. Ça pourrait être intéressant. Au revoir. Non, mais tu peux bien le qu'est-ce que... Oui, tu pourrais faire des calculs. Moi, j'aurais bien aimé trouver quelqu'un qui me fasse le bilan, enfin qui me fasse une analyse thermique du bâtiment. Ah, ça peut se trouver. Ah, mais c'est vous êtes thermicien, vous? Bah, on est thermicien. Ah, ok. Enfin, énergéticien. Vous voulez pas faire un cas pratique de ce bâtiment? Bah, moi, je cherche un stage de fin d'études, donc... Il y a moyen de faire C'est quoi vos stages de fin d'études? Mais moi, c'est une ferme, hein, c'est pas une boîte. Ouais, mais il y a toujours moyen de négocier. Des dérogations, des choses comme ça. Tu veux venir faire du woofing, c'est ça? Ouais, ça pourrait se passer. Ouais, je sais pas, faut voir ce qu'on peut faire, mais c'est vrai que ça aurait été plus intéressant de le faire en amont. Par contre, le truc intéressant, c'est si on le fait, on pourrait s'apercevoir qu'en
en modifiant peut-être un truc, on gagne beaucoup, par exemple. Parce que c'est compliqué, hein. Au niveau dynamique, entre les ventilations, il y a de la ventilation au fêtage, il y a de la ventilation sur les côtés. Ouais, ça a l'air marrant. Je pense que c'est un projet complexe, très complexe. Et avec des matériaux aussi dont tu n'as pas forcément toutes les valeurs dans ton logiciel. Donc il faut les retrouver. Mais bon, à réfléchir. Non, mais enfin, ouais, ça pourrait être hyper intéressant même quand tu viens, même quand des gens viennent pour en faire. Oui, ça peut être des particuliers qui veulent faire la même chose, mais si tu as des professionnels ou des institutions qui peuvent grave valoriser la démarche avec ces chiffres-là. Non, c'est sûr que ça fait joli. Hein. Quand tu vois juste le dessin là, que m'a fait l'atelier paysan, moi je suis très mauvais dessinateur, mais quand tu sors, quand tu sors des dessins tout bien foutus, ça fait sérieux. Parce que moi j'ai pas une tronche de sérieux en fait. Enfin, j'ai pas du tout misé là-dessus. Même sans que ce soit forcément une gueule sérieuse, enfin je me sens de sensible quand même, mais c'est que au moins c'est hyper clair pour n'importe qui veut comprendre le produit. Oui, bien sûr. Et ça se transmet comme ce que tu veux faire. Mais détrompe-toi sur le truc du sérieux. Sans déconner, c'est. Moi j'ai mis vachement de temps à penser, mais je faisais pas de la merde en fait. Oui, non, oui, ça. Je les ai pas aidés en arrivant sur la ferme, en construisant une parabole. Le premier truc que j'ai construit, c'est la parabole et une serre ici, c'est des trucs. Les mecs, ils ont dit, mais il est fou celui-là. Et j'aurais dit pareil. Donc, je leur en veux pas. Mais du coup, ça a eu vachement de temps à rattraper pour expliquer que, bah non, il y a une démarche, il y a un truc derrière. Oui, bien sûr. Mais je suis d'accord avec des papiers, avec des valeurs. Moi, ça m'intéresse. Hein. Moi, c'est plus parce que j'ai envie de comprendre ça que faire joli. Ouais, je peux. C'est tout bon. Vous avez épuisé en question. Il y a 2 heures, c'est pour ça. Parfait. Merci beaucoup déjà. Avec plaisir.